And for the first time on cable news, here I am, makeup free for a reason. Tomorrow, I'll be back in my regular makeup. And I thank the other brave women who came on today's show, Sans Makeup. But let's continue to tell our girls, just be yourself. Chef. Yes. Great show. Get me some makeup. I have some bad news. Kayla is leaving us for the asshole. O'Reilly? Mm-hmm. It is our highest rated program. And we can't be? No, I believe in real story. Did you just see that segment? Did you see it? Did you see we're doing something unique here together, all of us? And can you just listen to me? I can get you where you want to be. I can protect you. Just don't get ahead of yourself. You have a lot to learn. I can teach you. I'm not getting ahead of myself, Gretchen. I'm taking the next step. I learn by doing. Come on, please. I'm confused. You want me to pass on a promotion so you can help me get the same promotion on a show with worse ratings? I want a little loyalty. I need loyalty. Women, together. I'm loyal to the network. It's not us versus them, Gretchen. Miss America. Roger! Hi there. This is a treat. What the fuck are you doing? A segment on how we over-sexualize women. I mean, you said, you more myself. You know what makeup does? Keeps everybody from seeing you sweat. Well, most of the mean tweets that I receive are about my appearance. So it is important that we fight back against this kind of bullying. Bullying isn't meanness. Bullying is people with more power hitting people with less. These jackasses have cell phones. You have a fucking TV show. We have to fight the objectification of women. Oh, bullshit. Listen, mouth shut, ears open. Nobody wants to watch a middle-aged woman sweat her way through menopause. Not on national fucking television! Thank you for the advice. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show. La scène de la semaine, c'était Scandale de Jay Roach, qui met en avant le sexisme et l'objectification qu'affrontent les femmes journalistes. Dans cette 27e édition, on débattra ensemble de 3 films que l'on rattrape pour ce soir, mais qui sont sortis il y a quelques semaines de ça. Donc Sacrée sorcière de Robert Zemeckis et 2 films documentaires, donc Je ne suis pas une salope, je suis journaliste de Marie Portolano et Guillaume Priou. Je n'ai pas fait de faute, on est d'accord? Non, c'est moi qui l'ai fait les fautes. Oui, de toute façon, voilà, c'est facile d'inverser les mots. Et le deuxième documentaire dont on parlera, c'est Regard Noir d'Isabelle Simeoni de Aïssa Maïga. Au programme aussi les news, avec dedans nos pronostics pour les Oscars 2021, ainsi qu'une chronique de Jonathan sur une série spoiler sans Samuel Le Bihan. Voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, tu nous préviens s'il y a Samuel Le Bihan dans cette série. Non, il n'y a pas Samuel Très Le Bihan. bien, ça nous rassure. Et pour finir, un quiz de qualité plus naturellement. Pour notre émission du soir, j'ai autour de moi Jonathan, Antoine, Marie bientôt et Gaël. Comment allez-vous? Mais bien, Bonsoir, ça va. Surtout toi, comment tu vas vu que c'est ton anniversaire? Wow, anniversaire. Merci. Et j'ai un petit gâteau ou pas? Parce qu'au restaurant, des fois, il y a des trucs surprises comme ça. Oh, les restaurants sont fermés malheureusement. Merde. En tout cas, t'as une boîte de lunettes si tu veux. Pas mal, non, pas mal. Je vais me satisfaire de ça. À la réalisation de cette émission, donc Simon et Arnaud donc à la technique. Avant les débats, commençons par une poignée de news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au programme, les gros films, même français, évitent la salle. Un festival de Cannes qui ne s'annonce bien. Des monstres à la mode et nos pronostics pour les Oscars.
Pour commencer, la marotte des sorties SVOD. Marotte, ouais, j'utilise cette expression. Ouais, c'est ouf. Car avec encore des nouvelles floues du gouvernement concernant la réouverture des salles de cinéma qui pourrait être effective donc dès la mi-mai, avec un plan de 3 phases, les grands distributeurs se tournent de plus en plus vers la SVOD pour des sorties françaises. On avait aux États-Unis donc pour la sortie française donc de Raya et le Dernier Dragon, une sortie donc sur Disney+, Warner avec Godzilla vs Kong, qui sont pourtant 2 succès importants pour les salles du monde entier. Mais la nouvelle qui a encore plus terni les espoirs d'avoir des films servant de locomotive pour les salles françaises à la réouverture est arrivée hier, quand Netflix a annoncé l'arrivée de Comment je suis devenu un super-héros de Douglas Attal sur leur plateforme donc le 9 juillet, film français Warner avec Pio Marmaille, Lélia Becti, Benoît Poelvoorde, Avi Malapon, Swan Arlo, Clovis Cornillac, qui devait sortir donc en octobre 2020, puis en décembre, et enfin donc la dernière date prévue c'était aujourd'hui, 21 avril. Donc dans nos salles, la question maintenant est de savoir si d'autres films donc attendus comme Bac Nord, Mandibule vont lui emboîter le pas ou non. Vous en pensez quoi ? Vous pensez que ça va être pareil pour ces films-là ou c'est un cas exceptionnel ? Oh non, moi je pense que ça va se reproduire. Après, je pense pas Mandibule, j'imagine très mal. Mais on sait jamais, à force, peut-être que ça craquera de tous les côtés. Mais Bac Nord, moi je me dis, ouais, franchement c'est possible. C'est vrai que Bac Nord, moi j'y crois plus pour Bac Nord comme toi et Mandibule un peu moins. Vous en pensez ? Je sais pas, je trouve ça assez triste. J'étais très curieux sur le film, notamment comment je suis devenu un super-héros par rapport à sa capacité à générer du public, parce que c'était un peu un saut dans l'inconnu quand même, film de super-héros français, avec quand même un casting assez prestigieux pour la France, mais du coup on pourra pas le savoir. Donc c'est des mauvaises nouvelles pour les salles, sachant que voilà, on va peut-être vers une réouverture, mais ça aurait été pas mal qu'il y ait des locomotives et qu'on voit toujours que ce sont les indépendants qui vont sortir les films et se sacrifier, et que les gros prennent plus de risques, donc c'est un peu dommageable. Antoine, derrière ton masque, tu tires la langue, je vois, donc qu'est-ce que t'en penses ? En fait, j'ai soif depuis tout à l'heure. Non, moi, je suis d'accord avec tout le monde, et en même temps, je me dis que de toute façon, on pourra pas sortir de film tant que les salles seront pas ouvertes. Donc gros ou pas gros. Oui, mais tu vois, ils prennent pas de risque. Non, mais ce que je me dis, c'est que s'il n'y a pas d'annonce claire et nette que ça réouvre, je pense qu'ils vont être découragés, que tout va sortir sur plateforme. Au bout d'un moment, de toute façon, t'as pas le choix. Enfin, je veux dire, ton film, il est dans le placard, donc ça te coûte de l'argent. En tout cas, pour le cas donc, de Comment je suis devenu un super-héros, c'est Warner donc, qui produit le film, alors que c'est un film français, donc peut-être ça facilite ce genre d'arrivée sur les plateformes. Deuxième news un peu plus réjouissante, le Festival de Cannes a annoncé que Annette de Léos Carax sera le film d'ouverture de l'édition si attendue de 2021, 9 ans après donc, le dernier film Holly Motors. Annette réunit Adam Driver, Marion Cotillard et Angèle. Même si la qualité du Festival de Cannes 2021 restera à prouver, on se rend compte que l'idée principale est de réunir des œuvres attendues depuis longtemps, comme le festival finalement et le cinéma en général. On apprend aujourd'hui la présence de Paul Verhoeven avec Benedetta et Wes Anderson avec The French Dispatch, tous deux attendus depuis plus d'un an. Est-ce que le Festival de Cannes a eu raison de se faire attendre et sera-t-il donc le rendez-vous qui va sonner le retour du cinéma en salle dès juillet ? On y croit ou on n'y croit pas ? Moi, bof. On l'espère. On l'espère, ouais, c'est le bon mot. Oui, on espère. On espère. Pour continuer les news, on apprend que le Dark Universe qu'on kiffe tous autour de la table, mais oui. Voilà, qu'on pensait mort il y a quelques années après le flop de La Momie avec Tom Cruise, va renaître de ses cendres. Après avoir mis ce Dark Universe de côté, Universal s'est par la suite résolu à produire des one-shots comme L'Homme Invisible et d'attendre donc les résultats en salle. Or, ce choix payant nous promet plusieurs gros films de monstres dans les années à venir, donc avec Ryan Gosling dans le prochain Wolfman, un nouveau Van Helsing produit par James Wan, Chloé Zhao qui réadaptera bientôt Dracula, et encore plus récemment, le personnage Renfield, issu du roman Dracula aussi, sera adapté par Chris Mackay, animateur de La Grande Aventure Lego. Pourtant, l'idée de réunir tous ces monstres ensemble semble terminée, comme l'a annoncé la présidente de Universal, Donna Langley. Donc, je cite, « Nous avons tenté d'entremêler nos monstres et ça a raté. Nous avons réalisé que ces personnages sont indélébiles pour une raison. » Indélébile, oui, tout à fait. Et que le monde n'a certainement pas demandé un univers partagé de monstres classiques. Nous sommes donc revenus en arrière. Nous avons créé une approche différente. Le cinéaste d'abord, le budget après. Est-ce que cette nouvelle direction du Dark Universe vous intéresse ou pas du tout ? Alors, non, pas du tout. Il faut dire que il y avait quoi d'autre comme film déjà ? Il y avait La Momie. Et c'est tout, c'est le premier film et ça a arrêté direct. Voilà, c'était très bien comme ça que ce soit arrêté parce que La Momie c'était vraiment
pas bon du tout. Tom Cruise, allez, Simon. Ah ouais, Simon veut faire une réaction sur Tom Cruise. Non, il y avait aussi Non, Dracula Untold qui faisait partie du Monster Universe, mais après il savait pas trop quoi en foutre, du coup il disait qu'il savait pas, en fait il savait pas s'il devait le compter ou pas, mais il y avait eu ça qui était sorti avant avec Luke Evans qui jouait Dracula, voilà. Ah ouais, c'était pas terrible quoi, mais ouais. Mais voilà, bon là ils vont mettre donc des réalisatrices et des réalisateurs en avant. Donc avant donc pourquoi pas ? Moi j'attends parce que c'est vrai que s'ils ont mis des personnes compétentes, pourquoi pas ? Bah oui, Gaël, moi franchement oui, non mais complètement. Enfin, je veux dire, j'étais pas forcément pour le mélange du coup des monstres, mais si du coup il y a pas de c'est mélange. juste comme moi l'homme invisible, c'était un de mes gros coups de cœur et non, moi je suis hyper pour. J'ai hâte de voir. Mais peut-être ça sera en 2020, donc après les super-héros, les monstres, le retour. Bah ouais, mais moi je serais très Pourquoi pas, contente. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets comme ça qui sont assez Tant que intéressants. ça nous évite de regarder Marvel, moi je. Oh là là. Voilà. Toi tu prends. Moi, ça je tire à balles réelles. Pour terminer ces news, donc notre rendez-vous pronostic avant la cérémonie des Oscars 2021 qui aura lieu donc le lundi 26 avril très tôt le matin chez nous. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre page Facebook ou sur Insta donc de The Cinema Show pour faire vos pronostics des Oscars, j'allais dire César. Des Oscars. Donc avant de faire nos pronostics, il faut préciser que ce sera une cérémonie très particulière au vu de la situation. Steven Soderbergh, qui produit la soirée, a révélé qu'elle sera toujours au Dolby Theaters et les nommés seront principalement dans la gare Union State, donc à Los Angeles, parce que c'est grand et qu'il y a de l'art déco, c'est assez joli, vous pouvez voir l'image. Il y aura un public donc de 170 personnes donc à la place de 2000. Donc que des personnes nommées évidemment, et un roulement avec des guests qui viennent et qui partent pendant la soirée. Il y aura aussi une salle parallèle à Londres avec les nommés britanniques, donc Olivia Colman, Gary Oldman, et à Paris avec Florian Zeller tout seul, donc le réalisateur de The Phaser. Je serais pas peut-être il y a un court-métrage aussi français, donc j'imagine qu'il sera pas tout seul. Pour finir, Soderbergh a dévoilé qu'ils ont demandé aux personnes qui gagnent un prix de raconter une histoire et de faire le show sans limite de temps, alors que normalement c'est 45 secondes. Les gens qui remettront les prix vont être donc les pièces maîtresses de cette grande pièce de théâtre, et personnellement ça me donne plutôt envie parce que c'est vrai qu'il fait ça pour attirer les gens vers les Oscars, alors normalement le public partait peu à peu, donc pourquoi pas. Concernant nos pronostics maintenant, on a vu donc peu de films de la sélection, mais tout de même on va se prêter au jeu. Je vais trouver les films sélectionnés dans quelques secondes. Chloé Zhao. Est-ce que vous avez des réactions sur la cérémonie en elle-même ? Pas tant que ça. Ça va être encore plus long, moi je me dis. Mais bon. Bah oui, moi je pense que ça va être horrible. Je me dis, et c'est souvent le défaut qui est fait à ces cérémonies, c'est que ça dure beaucoup trop longtemps. Donc encore plus. Mais et puis c'est à 3h du matin. Ouais, voilà, je pense qu'il faudra regarder. Pas pour eux, du coup. Mais... Non, pas pour eux, heureusement. Mais c'est vrai, apparemment Brad Pitt a un rôle clé, donc pourquoi pas, si ça va être un... Alors si à Brad Pitt. Ouais, surtout que, attends, moi j'ai vu que Brad Pitt était en fauteuil il y a quelques jours, donc si on l'a pour la cérémonie, c'est cool. Parce qu'il est sorti d'une opération. Enfin bref, on peut pas rentrer dans les détails. Alors, vos pronostics, meilleur film. Donc on a plein de films. Nomadland, je pense. Ah ouais, Nomadland, parce que qui pourrait faire The Phaser, non. Après, ouais, voilà, on peut-être a pas vu manque, mais j'ai du mal à voir Fincher rafler des prix avec ce film, mais peut-être manque. Ouais, je sais pas. Moi je me suis dit peut-être pour la mise en scène, manque, je sais pas. Ah. Pour la mise en scène. Et je vois bien Chloé Zhao, parce que bon, on sait qu'aussi les Oscars c'est politique et que forcément avec tout ce qui se passe, mettre une femme issue des minorités, meilleur film et meilleure réalisatrice, c'est que maintenant forcément un message. Ça se fait plus facilement. Ok. Et donc meilleure réalisation, donc Chloé Zhao, elle a vraiment tout raflé. Moi j'ai pas imaginé le jackpot, mais bon. Marie, tu penses le jackpot ou pas pour Nomadland de Chloé Zhao? Je sais plus pour qui j'ai voté, je vous avoue, mais j'ai mis Nomadland meilleur film, je crois. Ouais, et meilleur réal ou pas? Je savais pas si on pouvait cumuler en fait aux Oscars. Je crois que j'ai mis alors du coup, je pense. Déjà qu'on peut le faire au César maintenant. Donc meilleur acteur, là il y avait celui qui se détachait, c'était Chadwick Boseman, donc qui sera récompensé posthume, on va dire, pour le blues de Ma Rainey. Donc moi je vois bien Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, ouais, pourquoi pas. D'ailleurs c'est marrant parce que s'il est récompensé, Anthony Hopkins, ce sera par Zoom, vu qu'il est resté au Pays de Galles. Ah. Donc on a hâte. Non mais voilà. Donc après il y a Gary Oldman, mais bon, Gary Oldman il a tous les ans, donc ouais. Enfin, moi, je sais pas. Meilleure actrice, Viola Davis, peut-être. Vanessa Kirby aussi pour Piece of Woman. Et Frances McDormand pour Nomadland, celle qui se démarque le plus. Peut-être Carey Mulligan pour Promising Young Woman. Donc c'est vrai que là, c'est plus divisé, je trouve. Je pense pas Carey Mulligan, mais moi, je pensais Vanessa Kirby. Ah ouais? Bah, je sais pas, je trouve que son jeu, comme c'est quand même le centre du film, je sais pas. Écoute, je connais pas bien.
C'est vrai que c'est un peu plus discuté celui-ci. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de débat parce que comme on n'a pas vu les films. C'est ça qui est assez compliqué en fait, c'est qu'on peut même pas juger, on peut faire que à l'aune de ce qui s'est fait dans les autres, aux Golden Globes, au BAFTA, etc. Est-ce que vous voyez des surprises par exemple? Enfin, je sais pas, moi j'étais surpris par exemple de voir que Pinocchio était si représenté. En tout cas. Ah bon, il est beau. Et en même temps, c'est vrai que je suis assez content parce que je trouve que le travail de direction artistique était assez beau et je trouve ça chouette qu'un film italien comme ça se retrouve aux Oscars. Il y avait un vrai travail sur l'univers, sur les costumes, sur l'ambiance un peu étrange et je trouve que c'est cool. Mais le vrai débat dans tout ça, c'est la meilleure chanson originale. Je suis désolé. Alors ça, je crois que j'ai même pas su. Parce que ça, on peut l'écouter. Attends, je sais plus. Donc alors, il y a Judas and the Black Messiah, donc c'est donc Fight for You. Mais celui qui est le plus ressorti peut-être c'est Yousafik, donc de Eurovision Song Contest. Ah oui, donc, voilà. Qui paraît un peu au-dessus. Mais après le morceau de One Night in Miami, donc Speak Now. Apparemment, oui, j'ai pensé aussi. Moi j'ai mis ça, je crois. J'avais écouté, il est pas mal du tout, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est les seuls trucs où on peut juger vraiment parce que bon. J'ai rien écouté, j'ai rien suivi du débat, j'ai voté au écoute, les musiques d'Eurovision là. Cadeau. Il y a un cadeau à la clé. Birdman meilleur film. Qu'est-ce que tu disais, Marie? Rien. J'insultais Antoine de manière cordiale. Elle voulait pas qu'il gagne alors que c'est vrai. Au hasard. T'imagines s'il gagne, il a tout fait au hasard. En tout cas, si vous votez, peut-être faites-le au hasard, mais si moi, demandez-moi des conseils. Au hasard quand même. Ouais, mais oui, c'est vrai. Pour les courts-métrages, on les courts-métrages, tu dis le titre là, ça sonne bien. Mais même pour les films internationaux, je sais qu'au cinéma, on avait vu L'homme qui a vendu sa peau, certains, mais voilà, enfin la plupart, on a vu que Drunk quoi. Mais quand même, moi je trouve que c'est difficile. Ça va être ça. Ouais. Voilà. Oui, ça va être certainement Drunk, mais bon. En tout cas, le suspense est tendu. En fait, c'est vrai que cette année, c'est dommage. Tendu. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de. On nous dit juste sur le chat. Sur le chat, ouais, j'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est oui. C'est bon, c'est simple. Chloé Zhao mériterait de tout rafler, mais je vois mal l'Académie remettre meilleur film et meilleur réal à une femme racisée, alors que quasi zéro femme a gagné. Mais effectivement, peut-être que ce sera le moment où ils vont. Oui, voilà, faut un moment où ils vont se dire, faut qu'on se fasse une bonne conscience. Ça peut changer, mais bon, moi, je crois moyen aussi. Parce que je me dis, un des deux, ils seront genre, on a fait notre part, tu vois. Mais déjà, pour Parasite, je trouve que c'était assez surprenant l'an passé, donc voilà, pourquoi pas. Simon, tu avais une réaction sur tes pronostics? Non, mais moi, je suis quasi persuadé que Chloé Zhao, elle va faire le doublé. Hein. Je vois pas comment ça ne pourrait pas se passer autrement. Parce que depuis des semaines, elle gagne tout. Meilleur film, meilleure réalisation à chaque fois. Si tu suis toutes les cérémonies, il y a tout, donc je vois pas pourquoi elle gagnerait pas. Elle va pas gagner parce que moi je l'ai pas mis dans mes pronostics. Voilà. Pourtant je t'ai aidé Antoine pour les pronostics, t'aurais dû réussir. Mais sans l'avoir vu, j'ai l'impression quand même que c'est un film au vu des critiques un peu qui ressort, qui a l'air d'être le plus fédérateur aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'il peut faire le doublé. Voilà. Espérons alors. Espérons en tout cas, voilà nos pronostics, faites-les donc sur les réseaux sociaux. On va passer à notre premier film de la soirée, c'est Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis. A note about witches. They're real. Witches aren't really women at all. They're demons in human shape. In every big city, in every small town, they live amongst us. And here's the most important thing. Witches hate children. Ladies, I have a plan. Vandro will transform a child into a mouse. And we will exterminate those brats. Rats. We would exterminate the rats. Why are we mouses? Mice. Whatever. Grandma, down here. Is that you, boy? Oh, Lord. Come on, we gotta stop them. We'll never let you get away with your filthy, evil plot. Who's gonna stop me? Yum! Doesn't matter who you are or what you look like, so long as somebody loves you. You wouldn't happen to be carrying around a mouse on your person, now would you? A mouse? Mm-hmm. Why on earth would I be carrying around a mouse?
Sacrée sorcière de Robert Zemeckis, donc seconde adaptation du livre donc de Roald Dahl sorti en 83 après le film de Nicolas Roeg en 90. En 1968, après le décès de ses parents dans un accident de la route, un enfant vient vivre chez sa grand-mère dans la petite ville rurale de Demopolis en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route des sorcières redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, il débarque au moment même où la chef des sorcières réunit ses sbires venus du monde entier. Antoine, toi t'es fan de Robert Zemeckis, est-ce que c'est ton Robert Zemeckis préféré? Sacrée sorcière. À votre grande surprise, non, pas du tout. Je n'ai pas voulu te lancer là-dessus, je me suis dit bon, pourquoi pas. Tu dirais juste en dessous de Retour vers le futur 2 à peu près, ouais. Mais il y a un fossé. Non, mais tu peux mettre plein d'autres films entre. Entre à la poursuite du diamant vert et Retour vers le futur 2. Mais je suis tellement déçu en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas un film, c'est pas possible, c'est pas Robert Zemeckis, hein. J'ai pas reconnu. J'ai reconnu la musique d'Alan Silvestri parce qu'il repompe des petits morceaux de Retour vers le futur, qu'il l'incorpore. Je pense qu'il a recherché dans son dossier Windows 95 quelques morceaux de Retour vers le futur qu'il avait pas utilisé, qu'il a mis parce que ça ressemble vachement. Après, pour les effets spéciaux de Robert Zemeckis, ça, je sais pas ce que c'est. C'est Stuart Little, non? Il s'est inspiré des souris. Mais c'est parce qu'il a voulu le faire lui-même, en fait, il a demandé. Non, ah ouais, d'accord, ouais, il l'a fait sur son petit logiciel. Ouais, c'est ça. Mais sur Windows. Sur 95, ouais. Non, en vrai, qu'est-ce que t'en as pensé globalement du film en termes de. Pas les effets spéciaux, parce que j'ai compris. Voilà, que c'était moyen. Non, mais j'aime pas cracher sur les effets spéciaux parce que souvent il y a des gens qui travaillent très dur à ça, donc on va pas cracher dessus. C'est trop tard. C'est trop tard. Le film, je trouvais qu'il commençait pas trop mal. Et au moment où il y a Anna Thaoué, pouf, ouais. Elle joue pas bien. Mais, enfin bref, on va passer au-delà de ça. Je trouve qu'il y a un moment, dès qu'ils arrivent dans le grand hôtel, il y a tout qui s'essouffle, il y a plus rien qui marche et on tourne en rond et je sais pas si ça. Il y a tout qui se passe vite, mais en même temps, c'est tellement long. Je sais pas, il y a un truc comme ça. T'es dans un Interstellar, t'es coincé. Ah oui, d'accord. T'es coincé dans ces trucs derrière, là, comme Matthew McConaughey. T'es coincé, tu sais pas comment faire pour t'en sortir. Et le film est chiant, en fait. Non, mais c'est vrai, il est chiant. Et ça me fait mal de dire ça parce que j'avais envie de rentrer dans cet univers de Sacrée sorcière. Parce que, je sais pas, franchement, le début, je me suis dit, ouais, ok, sympa, on pose un peu les bases, sorcière, machin. Et puis après, on arrive avec des espèces de 3 doigts, des griffes, des machins, des chauves, des. Ok. C'est pas mal ce résumé. C'est trop Après, j'ai presque envie de le voir comme ça. C'est un film, on va dire, pour enfants, globalement, mais qui est plutôt sombre. Moi, je trouve que ça m'a surpris. Exactement, et pour rebondir là-dessus, je me suis dit, ok, pour un film d'enfant, c'est pour ça que le début, je trouvais ça intéressant, parce que c'est construit tout à fait, comment dire, c'est assez simple, c'est concis, et on comprend bien pour rentrer dans l'univers. Et après, je trouve que ça fait, d'un seul coup, ça fait peur. Enfin, ces énormes bouches, ces machins comme ça, même moi, ça me faisait peur. Pourtant, je suis pas quelqu'un d'effrayant facilement. Non, mais je suis très courageux. Ah oui, et je suis très modeste aussi. Bah oui. Et non, je trouvais du coup qu'il y avait un espèce d'entre-deux. On sait pas si c'est pour les enfants, on sait pas trop si c'est pour les adultes, mais pas vraiment parce que c'est pas drôle. Enfin, je sais pas si c'est censé faire rire d'ailleurs, je me demande. Je pense. Et du coup, je comprends pas ce film. Je ne comprends pas. Marie, est-ce que tu rejoins Antoine dans cette incompréhension du film? Moins, parce qu'en fait, c'est le propre de Roald Dahl de créer des univers pour enfants qui font peur. Parce que Roald Dahl a le chic pour dépeindre des mondes d'adultes très 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 sombres. Et malheureusement, généralement, les enfants en pâtissent. C'est son petit gimmick quoi, dans ces histoires. On voit ça dans Charlie et la chocolaterie, dans beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui fait bien et qui du coup ressort bien dans le film. Le côté du coup sombre de Roald Dahl, c'est qu'on ne sait pas trop si ces discours parfois ne seraient pas un peu sexistes ou ce genre de choses, parce que c'est écrit il y a longtemps, hein, c'est vraiment. Mais moi, je trouve que le problème du film, du coup, c'est de coller peut-être un peu trop à l'histoire originale, là où Pénélope Bagieux, par exemple, dans son BD, faisait en sorte de réparer les erreurs qu'une histoire aussi vieille pouvait faire, notamment sur la figure de la sorcière et sur les femmes. Et donc là, ce qui m'a un peu déçue, c'est que Robert Zemeckis colle énormément à la vision de la sorcière imaginée par Roald Dahl, qui du coup représente la femme en général, ce qui est un peu dommage. Et les effets spéciaux, effectivement, m'ont beaucoup sorti du film, on va pas se mentir, et j'ai pas non plus compris cette histoire de pourquoi le visuel de les 3 doigts, là, je comprends pas, parce qu'en fait, effectivement, quand tu vois la maladie qui a été dépeinte par les gens qui ont protesté, c'est la même chose, hein, clairement, c'est ça, l'électrodactylie.
C'est exactement ça. Et je n'ai pas compris ce choix parce que c'est pas quelque chose qui est dans l'histoire. C'est les sorcières sont censées avoir des doigts crochus, voilà, c'est tout. Donc déjà ça, je trouve, c'est de pas se renseigner et faire des choix comme ça un peu arbitraires. Je trouve ça extrêmement dommage, surtout quand ça peut blesser des gens. Et à côté de ça, ça m'a diverti, mais pas autant que je l'aurais espéré. Et j'ai trouvé ça dommage en fait que la relation entre la grand-mère jouée par Octavia Spencer, qui est déjà beaucoup trop jeune pour ce rôle, et le jeune garçon soit si peu bien amené en fait, parce que dans l'histoire, dans la vraie histoire, et on le sent bien dans la BD de Pénélope Bagieux, c'est vraiment une relation fusionnelle où ils sont presque vraiment très 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 amis, ils sont très très proches, et ce qui tient l'histoire, c'est qu'en fait le garçon a peur que, donc il est orphelin et il a peur que sa mamie le quitte aussi. C'est normal, elle est censée être très vieille en fait, elle a 83 ans dans l'histoire, donc ça se joue beaucoup autour de ça, de la vieillesse, des gens qui partent, des gens qui te quittent, que t'as pas envie qui meurent, et en fait toute l'histoire elle tient là-dessus, sur cette relation entre le petit garçon et sa grand-mère qui est fusionnelle et où il a très peur que sa grand-mère le quitte. Et là dans l'histoire ça ressort pas du tout, parce que tu vois Octavia Spencer, est-ce que t'as peur qu'Octavia Spencer meure? Non, oui, tous, oui, voilà. Et donc du coup, il y a, voilà, et j'adore Octavia Spencer, c'est pas le problème, hein. Moi je trouve qu'elle joue très bien, mais juste au niveau du casting, ils se sont foirés complètement, ou alors ils auraient dû plus la vieillir, enfin faire en sorte qu'on comprenne qu'elle est vieille finalement. Et aussi, enfin ça je sais pas si c'est dans l'histoire originale, certainement, parce que Roald Dahl, à mon avis, était très prude, mais le fait qu'elle soit si liée à la religion, bah du coup je trouve que ça refait beaucoup ressortir le côté les sorcières, la religion, le génocide des sorcières, tout ça, quand ça a été fait en vrai, voilà, c'est dommage quand même, parce que le lien se fait vite finalement, le fait que les sorcières soient des méchantes personnes et que la religion les a toutes tuées, voilà. Donc ça m'a gênée. Pas plutôt ouf. négatif. Voilà. Plutôt négatif. Et Gaëlle, toi aussi plutôt négatif? Bah, moins que ça. À chaque fois, on va faire un peu moins, donc Jonathan, désolé, tu devras adorer le film. Ça va être compliqué. Dans la filmo de Robert Zemeckis, du coup, tu le classes où, toi? Moi, je dirais entre le Pôle Express et... Bah voilà, Pôle Express, okay. C'est après ça. D'accord. Et après, Retour vers le futur 1. Non, pas du tout. Wow. Non, mais en même temps, je ne peux pas te contredire, Marie, car tu avais des... Voilà, tu as un aplomb que moi je n'ai pas là. Je me sens... démunie. Voilà, démunie. Je n'ai plus les outils pour... Mais en même temps, je ne veux pas défendre le film, mais pour un peu plus le défendre. Après, c'est une vision très personnelle, hein, ça se trouve, pas du tout. Hein. Non, mais je pense que moi, je l'ai vu comme une enfant, en fait. C'est pour ça que ça m'a peut-être... C'est peut-être mieux. Mais ouais, en gros, moi, j'ai l'impression, en gros, que je me suis... Enfin, j'ai pas adoré, mais je me suis vraiment dit, en tant qu'enfant, je pense que j'aurais vraiment, vraiment aimé tel le Stuart Little que nous, on a eu enfant. Ouais. Je pense qu'en gros, c'est vraiment très bien pour des enfants. C'est très divertissant. Bon, je sais pas si c'est très éducatif, etc. Mais c'est peut-être les premières peurs aussi qu'on peut avoir au cinéma quand on est enfant. Avec oui. Par contre, c'est vrai que j'aurais très peur en étant enfant, parce que Stuart Little, il est les bras d'Anna Tawai. Mignon, mais quand même, il y a des ça s'allonge. Il y a des bras et des dents horribles. Mais ouais, moi, je sais pas, je me suis dit oui, j'aime bien. Et puis moi, j'aimais bien aussi Alors, il y a peu de Zemeckis là-dedans, mais quand même, la mise en scène, je trouve qu'il y a certains trucs très bien trouvés, au début notamment. Il y a pas mal de... Oui, j'ai plus du tout d'exemples, c'est ça qui est bien. Mais admettons des petits travelling, je sais pas, un peu moi, sympa, je trouvais par exemple la scène de danse au début et tout ça, je trouve qu'il y avait pas mal de de joie, enfin je sais pas, je trouve que ça disait pas mal d'émotions en tout cas, mais ça retombe comme un soufflet après. Mais après, moi je trouve pour sa défense entre guillemets, c'est que pour moi c'est l'histoire de base qui est un peu comme ça. Enfin en tout cas dans la BD que j'ai trouvé excellente de Pénélope Bagieux. C'est la meilleure version, je pense. Et pourtant je trouve aussi qu'il y avait quand même ce truc là un peu de ça va vite, le truc du milieu, en fait, l'histoire de les sorcières sont là, devient souris, etc. Je trouve que ça faisait déjà quand même cet effet-là, et je me disais déjà aussi un autre truc, c'est que justement pour la relation que tu disais fusionnelle-Marie, mais moi dans les deux cas, j'ai trouvé que c'était à la fois très fusionnel, mais à la fois, on dirait qu'ils s'en foutent complètement. Enfin, je veux dire, elle lui fait prendre des risques, la grand-mère, au petit garçon, etc. Et dans la BD aussi, je m'étais dit bon. Parce que dans la BD, c'est une mamie un peu excentrique, voilà, qui arrête pas de fumer le cigare. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a plus peur aussi, c'est parce qu'elle fume. Là, c'est vrai qu'il y a moins de raisons. Il y a moins de, elle est moins. Voilà. Mais en gros, ils ont pas mal lissé, ça c'est sûr. Mais je pense que, voilà, à part Anne Hathaway, c'est vrai que c'est pas le plus grand rôle qu'elle ait eu. C'est marrant parce que j'ai commencé à lire la BD il y a 20 minutes. Non, il y a 40 minutes. Bravo. Et du coup, c'est vrai que je voyais des plans, je me dis, mais c'est vrai que ça aurait pu être dans le film, par exemple, sur la main et tout, qui commence à être noir et tout ça. Enfin, il y a des éléments qui auraient pu être plus présents.
Alors on parlait qu'il n'y avait pas trop de Robert Zemeckis, sachant qu'à la production il y a Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro. Est-ce que Jonathan, tu les as retrouvés dans ce film Sacrée Sorcière? T'as la question. Ils ont dû se perdre dans le labyrinthe avant de rentrer, je sais pas. Non, je trouve le film assez fade, très laid. Assez ennuyeux aussi, je trouve que... Tu devais être dithyrambique normalement. Ouais, désolé. Ce film est un chef-d'œuvre, ok. Forrest à côté, c'est de la merde. Oui, le chat. Le chat, juste précisons que le chat, c'est la pire chose qui soit non, à un niveau spécial. Ouais, je trouve qu'en termes, moment-là, la direction artistique, je la trouve assez catastrophique, sachant que je pensais Zemeckis en forme encore quand j'avais vu Bienvenue à Merwen, où je trouvais la direction artistique assez inspirée. Là, je trouve ça vraiment... c'est fade, c'est laid, et je trouve que... Tu parlais de l'univers de Roald Dahl, justement. Je trouve que... Comment dire, il va pas assez loin. C'est pas excentrique, c'est vrai. C'est très gentil, c'est pas vu, c'est pas bizarre, et je suis même pas sûr que j'aurais eu peur, moi, gamin. Attends, c'est dents. Quand même, il y a des trucs. Oui, c'est dents, d'accord. Elles font tellement peur. D'accord, si j'avais 4 ans, je dis pas. C'est bras qui se disloquent, là, c'est dégueulasse. Oui, mais peut-être sur Anataway, mais je trouve que même sur l'univers, je trouve ça assez gentillé, et ça manque de bizarrerie, ça manque d'univers un peu qui ça manque brouille. de Tim Burton, c'est ça que tu veux dire. Bah, alors, un Tim Burton en forme dans les années 90 l'aurait fait, j'aurais peut-être pas dit non. Bon, moi, dans les années 2000, Charlie la chocolaterie, je trouve que c'est la meilleure adaptation. Oui, non, c'est vrai, aussi. Mais non, je sais pas, il y a un c'est truc... vrai que même le toit d'une maison, enfin voilà, c'est vrai qu'on est dans un lieu qui est grand, qui est terrifiant pour un enfant, normalement, ce lieu-là. Ouais. Pas vraiment. Enfin, même pour des souris qui sont toutes petites encore plus, on aurait l'impression, normalement, que c'est immense, alors qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment très grand. Mais je pense qu'ils se sont trompés, juste, ils ont tout misé sur le... Comment dire, à quoi ressemblent les sorcières elles-mêmes, mais la physionomie des sorcières. Mais dommage, du coup, l'univers, c'est vrai, lui-même, il ne fait pas peur, quoi. Mais je sais pas si ça va aussi vite dans le livre, dans la BD et dans le film. Moi, je trouve que dans ce qui se passe dans la maison, ça va très très vite. Ils se baladent dans le manoir, t'as pas le temps de vraiment repérer les pièces, ça bouge à toute allure, et à un moment, ils passent dans la cuisine, ça passe en 2 secondes. Ceci, la BD, ça va plus vite encore. Ah ouais, c'est là que je trouvais que c'était mieux le film, c'est qu'il y a des péripéties en plus qui font que ça fait plus... vrai film, quoi, du coup. Et là où c'est un autre défaut, c'est que je trouve que ça va vite, mais il n'y a pas de rythme non plus. Il n'y a pas de... Oui, ce que je disais, ça accélère. Non, pas vraiment, en fait. C'est juste que c'est raccourci, plus qu'aller vite. Simon, Anataway aussi, il y a beaucoup d'erreurs de casting, mais c'est peut-être le principal. Je trouve que je la trouve vraiment. Elle est en roue libre complètement, quoi. Vraiment, les curseurs. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est comme ça tout le temps, donc ça m'a pas. Alors, elle a été beaucoup en roue libre, c'est vrai. Ouais, franchement. Je me souviens d'un visionnage terrible des Misérables de Tom Hooper, c'est ça? Ouais. Où elle jouait Cosette, et c'était assez terrible aussi. Finalement, il y a que quand on l'envoie dans l'espace que ça va, quoi. Du coup, on revient à Interstellar. Ouais. Pour clore sur Sacrée Sorcière, Simon, est-ce que tu as 2 mots dessus, 2 mots positifs, on espère? Non, il y a quand même des qualités. Moi, je trouve au contraire que le rythme, c'est un des points forts du film, et que, en tout cas le rythme de l'action. Par contre, je trouve que c'est parce que toute la première partie du film, qui est en dehors du manoir, ça dure beaucoup trop longtemps, je trouve, par rapport à ce qui se passe ensuite dans le manoir. J'ai l'impression que ce qui se passe dans le manoir, en fait, dans un film normal, ça arriverait au bout de 10 minutes. Ça serait l'élément déclencheur du film. Et là, j'ai vraiment l'impression que, non, en fait. Et du coup, comme vous le disiez un peu, on n'a pas le temps de s'installer dedans, que c'est déjà fini. Donc le rythme de l'action est cool, mais par contre, le rythme de l'intrigue, tout ça, il laisse un petit peu à désirer, je trouve. Très bien, vous l'aurez compris, on est assez négatif, en tout cas sur Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis. On va faire notre première pause musicale avec Jojoa, Lieutenant Nicholson, Mbappé. Il n'y en a qu'un qui tienne la balle comme ça. Il n'y en a qu'un qui... Il n'y en a qu'un qui a cette vitesse-là. Il n'y en a qu'un qui... Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous rêver. Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous danser. Il n'y en a qu'un qui tienne la base comme ça. Il n'y en a qu'un qui... Il n'y en a qu'un qui gant au bout des doigts. Il n'y en a qu'un qui... Bravo Kylian, Kylian Mbappé, à Saint-Étienne. Triplé, bravo Kylian, Kylian Mbappé,
s'échapper. C'est Kiki, super fou. Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous rêver. Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous danser. Première participation Coupe du Monde, il a tout cassé. C'est vrai que le foot ne plaît pas à tout le monde. Coucou Soso. Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous rêver. Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous danser. Tel l'alliage de la Darbouka et des bouteilles de la Sico. L'enfant est rythmé jusqu'au bout des crampons. Il a planté, il plante. Il n'y en a qu'un qui tienne la balle comme ça, et il plantera. Il n'y en a qu'un qui a cette vitesse-là. Qui c'est Kiki, super fou. Joe Joa et Lieutenant Nicholson sur Radio Campus Montpellier. Vous l'aviez déjà compris avec la scène de la semaine, ce soir on parle aussi d'un film documentaire qui met en lumière des difficultés qu'ont rencontrent les femmes journalistes, et plus particulièrement dans le milieu sportif. Voici une présentation de « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » par la réalisatrice Marie Portolano. J'ai dit j'ai vu ta photo, ça pas ton petit boule, on a envie de le croquer. Là, je comprends tout de suite que ça va être un enfer en fait. Elle a grossi quand même depuis qu'elle est maman, là. Un petit peu de visage, on va peut-être plus la mettre à l'antenne. J'ai tenu à aller voir essentiellement des présentatrices, des journalistes qui apparaissent à l'écran pour la simple et bonne raison que la lumière protège les personnes qui parlent. Donc nous, on a un micro pour pouvoir parler d'un certain mal-être au travail, ce qui n'est pas le cas de plusieurs corps de métier qui donc vivent ce mal-être et ne peuvent pas en parler. Je me suis dit, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, je débarque de Lyon et tout, je me dis, c'est chaud quand même. Le message, c'était un peu ferme ta gueule maintenant. C'est terrible parce que c'est un constat d'échec pour ma génération. Alors je suis allée voir des journalistes qui ont débuté il y a longtemps, Nathalie Yanetta, Estelle Denis, et des journalistes qui ont débuté il y a un peu moins longtemps, donc pour voir quelles étaient les différences de génération et de problèmes traversés ou non à l'époque et aujourd'hui. Marie Portolano, donc la co-réalisatrice avec Guillaume Priou de « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ». Un film. Est-ce que je fais le résumé ou elle a assez bien présenté ? Je pense que je n'ai pas nécessairement besoin de le représenter. Gaëlle, qu'as-tu pensé de ce... Moi, tu m'as regardé, j'ai parlé, je me suis dit, j'ai regardé, voilà. Pourquoi pas ? Qu'as-tu pensé de ce documentaire sur Canal ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Parce que, en gros, moi je connaissais, mais alors pas du tout, le milieu. Je pense que je ne connaissais que Estelle Denis, soyons honnêtes. Donc j'ai découvert déjà pas mal de personnes finalement grâce à ce film, pas mal de femmes journalistes. Et je pensais même, moi, en fait, tellement que je ne suis pas renseignée sur le sport que je ne pensais pas qu'il y avait autant de journalistes sportifs, en fait, sportifs en général. Et puis j'ai trouvé ça super intéressant, même si super intéressant veut aussi dire super révoltant dans ce cas-là, parce qu'on apprend vraiment plein de choses, plein de procédés que les supérieurs de ces femmes utilisent, voire même pas que les supérieurs, en fait, même les collègues de ces femmes, et des choses mais qui sont...
En fait, même pas tu peux imaginer que ça existe. Enfin, quand il est un moment où on parle de un peu séquestration, quoi. Enfin, il y a des trucs, tu te dis, mais comment les personnes ont pu penser à ça? Et ça va tellement loin que ça remet quand même en question pas mal de choses dans la vie de tous les jours. Tu te dis, mais en fait, tout est caché tout le temps comme ça. Et en fait, on a l'impression que le sexisme c'est loin derrière nous. Et là, ça nous remet en pleine face. T'as raison d'en parler parce que dans la présentation, alors je l'ai changé dans mon résumé, mais ils insistent sur donc les remarques qu'elles ont sur les réseaux sociaux et ils parlent pas du tout du milieu du travail parce que c'est Canal qui produit tout ça, mais dans le résumé ils en parlent pas du tout. Ah ouais, mais ça c'est incroyable. Ils disent sur les réseaux sociaux c'est difficile machin, mais pas du tout sur le. Donc alors que vraiment c'est pire, je pense. Les réseaux sociaux c'est énorme, mais à côté, je veux dire c'est tellement pire quand c'est ton collègue qui te voit tous les jours et qui te harcèle. Enfin, moi, j'ai eu tellement de compassion pour ces femmes et en même temps, je trouve qu'elles s'exprimaient hyper bien, qu'elles étaient hyper courageuses. Et même si, admettons, il n'y a pas une mise en scène ou quelque chose comme ça qui se rapprochait d'un film un peu plus, on va dire, de cinéma, comme on est en théoricien du cinéma. Bien sûr, moi je suis théoricien depuis des années. Non, mais par contre, je trouve qu'en gros, le rythme est quand même hyper bien. On va dire, le fait que certaines femmes reviennent très régulièrement, d'autres un peu moins, etc. Enfin, ça change. C'est quand même très fluide, je trouve. Et ça quand même, c'est du cinéma. Ça reste du cinéma, le montage. Et je trouve nickel là-dessus. Enfin, moi, j'ai rien à redire, en fait, sur ce film. Il est très bien. Il est à voir, ouais. Antoine, toi qui as un mordu, un fondu, un fan de sport, de foot même, qu'as-tu pensé de ce documentaire ? Eh ben, tout pareil que Gaël, sauf que moi je connaissais quand même 90% des femmes. Non, je suis sûre que c'est faux, tu mens. Tu connaissais que Estelle Denis, toi aussi. Non, Antoine, vraiment. Et en plus, je regarde pas l'équipe d'Estelle, je suis pas trop fan de ça. Honnêtement, je connaissais que Nathalie Yanetta et Estelle Denis. C'est vrai ? Je connaissais pas les autres. Quand même. Et la réalisatrice, quand même, non ? Non, je l'ai jamais entendu parler. Par contre, je serais incapable de vous citer les noms, parce que je regarde Canal+ sur des sites pas très catholiques. Je regarde Canal+, Hervé Matou, mais pas sur Canal+. Oui, non, c'est vrai que en plus, je sais pas si vous vous rappelez, le Palma Show avait fait une vidéo il y a une dizaine d'années où ils avaient fait un sketch sur le football et il y avait une femme justement où à chaque fois il la coupait, il lui disait non tais-toi, t'es une femme machin, et il dénonçait déjà ça il y a 10 ans. Et en fait, personnellement, je m'en rendais pas forcément compte parce que sur le plateau c'est pas hyper visible, mais en fait elles sont souvent là, on les voit pas. On leur fait dire un truc et après c'est basta. Et en plus parce qu'on a l'habitude aussi de... Et surtout, je pense que tu parles du fait que cette parole est rare, le fait que c'est le Palma Show qui l'a fait et que Grégoire Ludic, du coup, c'est le compagnon dans la vie de Marie Portolano. Ça a un jeu. Oui. Ouais, ça a un lien. Il y a un lien. Non, je suis très content qu'ils aient fait ce documentaire, surtout que c'est des femmes qu'on voit très souvent et qu'on ne se rend pas forcément compte. Et je pense que la majorité des gens qui regardent le foot, qui regardent les émissions, les after-foot, les machins comme ça, ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe derrière et des enjeux des enjeux, tout simplement. Il n'y a pas de qui après. De la vie. Voilà. On parle de la difficulté à prononcer le titre. Le titre est inspiré donc d'un autre documentaire de Canal qui s'appelle « Je ne suis pas un singe, le racisme dans le football » qui est sorti il y a quelques années. Donc elle a dit qu'elle avait utilisé ce nom aussi pour répéter donc ça. Il y a aussi un truc dont je voulais parler avec ce documentaire, c'est notamment l'aspect ouverture de parole et même les répercussions qu'il y a eu derrière, parce que du coup il y a eu des enquêtes chez Canal, Radio France, RMC Sport, donc qui ont diligenté une enquête interne après ce documentaire, donc c'était assez important. Ça parlait aussi de l'enquête qui a eu lieu à France Télévisions. Alors j'ai oublié le nom de la journaliste qui est d'ailleurs... Non, elle était sur le visuel, qui elle a quitté le milieu et qui une fois qu'elle a quitté le milieu a parlé, et ça a ensuite débouché sur une enquête qui a amené à 3 licenciements. Donc voilà. Donc ça a eu des répercussions avant, après, mais aussi avant. Et sinon, le documentaire en général je le trouve vraiment très bien. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un documentaire, même si il dure 1h15, il prend son temps et il est assez, assez bien ficelé dans le sens où il y a des chapitres en fait qui rythment aussi le documentaire et qui, je trouve, apportent un propos assez complet. Assez calme aussi dans le débat. C'est pas un documentaire qui est vindicatif et qui est là pour couper des têtes, on va dire. Et même si on aimerait bien nous justement après le souci c'est qu'il y a eu ces fameuses vidéos, extraits avec Pierre Ménès qui ont fuité et qui ont ensuite moi, je suis contente qu'elles aient fuité non bien sûr non mais je veux dire c'est un souci, ça a été un souci pour le documentaire et pour Canal+, etc., qui fait que Canal+ a voulu
en termes de communication, de dire que ils voulaient vraiment libérer la parole des femmes, et point barre, c'est pour ça qu'ils ont enlevé toutes les interventions masculines, mais c'est vrai que ça aurait été bien, même des fois d'être un peu plus vindicatif, d'être un peu plus violent, et même de montrer, je trouve qu'il y a peut-être pas assez d'extraits de ce qui se passait avant, parce que c'est vraiment très succinct, mais les premiers extraits où on voit Thierry Roland et tout, quand il y a des femmes journalistes qui arrivent, les premières du coup, le mépris qui est affiché, mais je pense que même à l'époque, personne ne pouvait vraiment s'en rendre compte, parce qu'une femme dans le sport, c'était pas censé être normal. Et je pense que ça aurait pu être pas mal de encore plus créer le décalage. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, des femmes journalistes sportives, on en voit beaucoup. Un peu moins. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a aussi des fois le revers de la médaille. C'est ce que je trouve assez fin et assez intelligent. C'est notamment les chapitres sur le rôle de la potiche, le rôle de la plante verte. C'est ok, en gros, vous servez de quota, mais vous n'êtes pas là pour vos qualités, et que le syndrome de l'imposteur, du coup, arrive aussi à s'inverser. Il y a plein de choses assez fines, je trouve, où on se rend compte aussi de la problématique que aussi, même quand on est une femme, on peut arriver à avoir des postes à responsabilité et avoir une émission, mais en même temps se dire, est-ce que je suis pas là juste parce que je suis une femme et pas parce que je suis compétente? Et c'est ça, voilà, il y a vraiment des nuances de réflexion, je trouve assez pertinentes à ce sujet. Voilà. Marie, toi, t'en as pensé quoi du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ». Je suis tout à fait d'accord avec mes camarades. Je trouve que c'est un excellent documentaire et très très intéressant, très cool de découvrir. Parce que non plus je les connaissais pas, hein, voilà. T'en connaissais une ou deux ou combien? Et celle de nous, tout simplement, comme toi. Moi. Ouais, Wow. Complètement. Et grâce à 100% Mag en plus, pas pour du foot. Donc, super moi aussi, émission, je pense que c'est juste ça. On peut revenir voilà. là-dessus, c'était excellent. Hein. C'était une très bonne revenir émission. là-dessus. Et du coup, c'était très intéressant de les découvrir, de découvrir ce monde-là que je ne connais absolument pas. Et aussi, comme tu disais, Gaëlle, extrêmement révoltant, parce que c'est ignoble ce qu'on peut entendre comme témoignage dans ce documentaire, et elles sont extrêmement nombreuses à témoigner, et elles sont encore plus nombreuses à travailler. Il n'y a pas eu toutes les femmes journalistes sportives, et on sait très bien que pour la grande majorité d'entre elles, c'est ce qu'elles vivent. Et en fait, elles vivent ça avant, c'est horrible pour elles. Elles libèrent leurs paroles, c'est trop cool, c'est un documentaire très intéressant, et elles se reprennent des insultes derrière après le documentaire, quoi. Enfin, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, et moi ça me met en colère qu'il y ait toujours une majorité d'hommes blancs puissants qui se disent on va quand même les faire chier encore et toujours. Je comprends pas comment on peut encore en 2021 en être à ce stade-là. Ça me dépasse complètement. Et on aimerait effectivement que des têtes tombent, et on sent dans beaucoup de témoignages qu'elles disent pas les noms parce qu'on leur a dit ne dis pas les noms s'il te plaît, parce que sinon t'es viré. Il y a des pressions, il y a beaucoup de choses comme ça. On censure en 2021 des documentaires qui dénoncent des violences sexistes, du harcèlement moral, des agressions sexuelles. On censure. Canal+ se dit oh, on va pas toucher à Pierre Ménez quand même, on aime bien notre Pierre Ménez, voilà. Et en fait, c'est tout le système est révoltant, et moi je suis très heureuse que Marie Portolano ait fait ce documentaire et que ces femmes aient témoigné, parce qu'effectivement, comme tu disais Gaëlle, il faut beaucoup de courage, parce qu'on sent dans ces témoignages il y en a qui sont à bout, il y en a qui en peuvent plus vraiment, qui savent plus quoi faire pour s'en sortir, et ça m'attriste de voir ça, vraiment. D'ailleurs, pour revenir sur la censure du Pierre Ménez, il y a Nathalie Gnanetta qui a insisté après en disant « Nous avons soulevé un système, il a été entendu, tous des salauds, il en reste le procès d'un seul homme, autant dire une défaite sur toute la ligne. » Donc au final, en fait, cette cette critique juste sur Pierre Ménez, en fait, il incarne ça, mais au final... Oui, il cache tous les autres. Il cache tous les autres. Donc c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Donc c'est un peu dommage cette affaire-là aussi. Simon, un dernier mot donc sur un dernier mot, un premier mot et un dernier sur je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Je connais rien au foot. Ouais, c'est ça, Antoine. Non, vous avez un tout petit peu tout dit, donc je vais pas répéter. Je vais juste répondre à Damien sur le chat qui parlait de l'affiche là, juste pour dire que c'est toi, Raphaël, qui a fait le visuel. Effectivement. Donc c'est toi qui as blâmé s'il y a écrit je suis une salope en gros et pas je suis. Ah non, ça c'est le visuel de Canal. Le titre c'est Canal qui l'a fait. Bon, moi j'ai juste fait l'affiche globalement, mais le titre c'est Canal. Mais tu disais Jonathan parce que c'était un rajout, c'est ça la deuxième partie. Je suis journaliste, et il me semble que c'était un rajout, mais que Canal+ n'était pas très fan du juste titre je suis une salope. Mais, en fait j'ai screené. Je suis pas une salope, pardon, du coup. Voilà. Tout simplement. Non mais rien à dire en plus, sinon à part ça vous avez déjà tout dit, c'est bien le sujet qui a été soulevé, et c'est rare les films qui fassent comme ça bouger la société, donc c'est quelque chose d'important. En plus c'est un film qui parle des quotas, et on va parler sur le prochain film aussi, puisqu'on continue avec le troisième film de la soirée, donc voici un extrait plus une petite présentation de Regard Noir par sa réalisatrice Aïssa Maïga. Quand j'ai fait le concours de dernière année du conservatoire,
En fait, j'ai eu un second prix d'interprétation. Alors, au début, j'étais très contente. Et le directeur m'a dit, comme ça, à l'oreille, il m'a dit « Tu méritais un premier prix, mais le fait que tu sois noire, on sait que tu ne vas pas faire de carrière, donc on ne t'a pas donné le premier prix. » Et j'avais 17 ans. Je me promenais à la Foire du Trône avec des amis, et puis c'est là que la directrice de casting m'a approchée et m'a dit qu'elle recherchait quelqu'un comme moi pour le premier rôle du film. J'ai trouvé ça un peu bizarre au départ, je me suis dit c'est pas une démarche commune, et au fur et à mesure j'ai compris que il n'y avait pas forcément d'actrices de mon âge noire en France, donc ils étaient obligés un peu de nous caster dans les rues, à des sorties de concerts, à Châtelet, un peu partout où on pouvait trouver des jeunes filles noires. Qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous, ces témoignages ? Pour moi, ce sont les témoignages de femmes qui ont des traversées parfois difficiles. En fait, on oublie que la question des discriminations, ça provoque évidemment de l'empêchement, ça empêche l'égalité des chances, l'égalité face aux opportunités, mais ça crée aussi d'énormes souffrances. Et ce que ça me dit aussi, c'est que ces femmes, elles sont résilientes. Ces femmes, elles sont inspirantes. Quand je vois Nadège Bossondiane, Kharidja Touré ou les autres, Sonia Roland, Firmin Richard, France Zobda, et Aïdara, Magagia Silberfeld, j'ai envie de toutes les citer, Assassila, etc. Je vois vraiment des femmes qui dépassent cette question-là qui est entêtante, la question du racisme et des stéréotypes dans le cinéma. C'est quelque chose qui peut vraiment vous empêcher de rêver, et elle continue à rêver, elle continue à inspirer. Donc Regard Noir, donc présenté par Aïssa Maïga. C'est une co-réalisation avec Isabelle Simeoni. C'est un road movie documentaire par la recherche d'initiatives inclusives pour plus de diversité dans le cinéma et mettant en lumière le racisme et le sexisme vécu par des femmes noires dans leur milieu professionnel, le 7e art. Marie, qu'as-tu pensé de Regard Noir ? Également un documentaire extrêmement intéressant et extrêmement bien fait, et au même titre que Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, un documentaire très important et nécessaire, parce que en fait très souvent on s'intéresse au racisme, on s'intéresse au sexisme, et on s'intéresse beaucoup moins aux deux réunis en fait. Et c'est en ça que le documentaire est super intéressant, c'est qu'il est basé sur les femmes noires, et que ces femmes subissent et du sexisme et du racisme, et que les témoignages qu'on entend dans ce documentaire, pareil, c'est des témoignages révoltants et attristants de ce qu'elles peuvent vivre dans le milieu du 7e art, dans leur profession, dans leur vie. C'est encore des choses qui m'énervent. Voilà, ça m'énerve énormément. Et je trouve que c'est un documentaire extrêmement, encore une fois, courageux. Et Aïssa Maïga, elle a une super bonne idée, c'est, comme tu disais, de faire une forme road movie. Et j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, elle compare la situation française aux situations d'autres pays, tels que les États-Unis, le Brésil. Et en fait, elle va un peu partout, elle va interviewer des réalisateurs, réalisatrices, des acteurs, des actrices. Et c'est super intéressant de comparer ça aux autres pays, de voir comment ça se passe ailleurs. Et en quoi, se rendre compte que la France, elle a un vrai problème d'invisibilisation des personnes racisées, des personnes noires, et surtout des femmes noires. Et en fait, beaucoup de gens, on se pose pas forcément la question, et quand tu écoutes ce qu'elles disent dans le documentaire, quand tu vois le documentaire, tu te dis, mais c'est vrai en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le cinéma français, qu'est-ce qui se passe dans la société française pour qu'on s'acharne autant sur ces personnes et qu'on décide de ne jamais les montrer, parce qu'on a décidé qu'elle ne méritait pas d'être montrée. Et ça m'a vraiment bouleversée comme documentaire, parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses aussi, beaucoup de termes. Ça nous apprend énormément de choses sur l'intersectionnalité, le colorisme, beaucoup de choses auxquelles on ne s'intéresse pas forcément. Ça nous apprend et ça nous élève dans notre pensée, dans notre manière de réfléchir à ces choses-là. Et en ça, c'est nécessaire et très très important. Donc je rappelle, parce que j'entendais, je me dis, on est émission de radio, il n'y a aucune personne noire autour du plateau. Oui, moi aussi je me suis dit qu'il fallait le rappeler. Du coup, on boit un peu les paroles du film, et du coup, c'est vrai que c'est des situations qu'on connaît pas du tout, et même qu'on découvre un peu sur d'autres pays, notamment aussi. Jonathan, qu'as-tu pensé, toi, de Regard Noir ? À peu près la même chose que ce qu'a dit Marie, et je rejoins aussi le documentaire précédent, où il y a quand même un côté assez intéressant dans le chapitrage, où ça permet en fait donc ça reste assez très, très simple comme construction, mais ça permet de traiter
plusieurs choses avec quand même pas mal de finesse. Et non, du coup, ça alimente le débat, ça donne la parole. Donc, il n'y a rien de meilleur que ce genre de documentaire-là. Je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Mais je trouve quand même... Bon, en France... Il y a des problèmes de sexisme et de racisme, mais je trouve dans le cinéma français, on avance un petit peu quand même petit à petit. Je dis pas que c'est parfait. Hein ? Pas à pas. Pas à pas. Non, c'est vrai que ça va pas assez vite, mais les choses avancent un petit peu. Il y a quand même énormément de personnes racisées qui sont présentes dans les premiers rôles en France. Enfin, on a quand même beaucoup d'acteurs et actrices qui sont quand même aujourd'hui très très connus. Après, je veux pas citer les clichés, notamment Omar Sy par exemple, mais... Ouais, actrice, du coup, t'en as. Donc, oui, il y a Laila Bekti. Non, mais noire. Actrice noire, oui, c'est vrai que là, du coup, c'est que pendant le documentaire, ça se pose le problème. Pendant le documentaire, justement, j'avais cette réflexion et c'était souvent en fait des Arabes que j'avais en tête, c'est vrai, et pas de femmes noires ou très très peu. C'est vrai qu'Aïssa Maïga est quand même un peu une tête d'affiche et une tête de film. Une figure de proue. Figure de proue, c'est ça. Et pour te répondre aussi, en fait, on les voit, mais c'est vrai que ce que dit aussi le film, c'est que on les voit dans les mêmes rôles, on les voit dans des rôles qui sont tout le temps les mêmes. On dit pas leur nom. Voilà, on dit pas leur nom. C'est vrai que c'est aussi ça aussi. Il y a une mise en lumière, mais qu'est-ce qu'elle est cette mise en lumière ? Parce qu'au final, être présente, oui, mais qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit aussi de la communauté noire ? Et ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ça dans le film. Et moi, il y a une idée qui m'a vraiment plu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est pas une idée qui m'a plu, mais c'est que je me suis dit, mais c'est super pertinent. C'est qu'en fait, il y a toujours des gens, il y a je crois une historienne qui met ça en lumière, c'est qu'il y a toujours des gens en fait qui ont grandi avec des foires coloniales. Ouais. Et en fait, c'est des gens qui, du coup, le divertissement du coup, avec des personnes noires, c'était vraiment connoté à ça. Ils ont grandi là-dedans et du coup, maintenant, c'est vrai ça va super vite et du coup, on est dans un entrechoc comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez surprenant que, en fait, finalement, ces personnes-là sont toujours en vie, en fait, finalement, qui ont vécu ça. Toi, t'en penses, c'est quoi de Regard Noir ? Moi, j'étais pas en vie à ce moment-là. Je préfère T'étais pas en vie ? Non, par rapport à ce que tu disais, les foires coloniales. Bon, t'as quel âge ? J'ai 107 ans. Ah, c'est vrai que c'était sans vie. Non, mais moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. La construction du documentaire est très bien. Le fait que ce soit un road movie aussi, c'est très sympa. Qu'on voyage aux États-Unis, au Brésil, qu'il y a un regard comme ça qu'on connaît pas forcément, c'est vachement bien. Après, moi je me sens. Comment dire, je peux pas, voilà, je suis pas légitime pour en parler. Je peux juste dire que j'ai apprécié la construction, que le fait que ce soit un peu plus cinéma que le documentaire dont on a parlé avant. Du coup, par le fait que ce soit road movie, par le fait que tu aies des cadrages. C'est le sujet, bien sûr, c'est dans le milieu du cinéma, donc ça c'est très intéressant. Voilà, enfin moi je sais pas quoi rajouter de plus. Oui, regardez ça, apprenez et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas juste un état des lieux, c'est que c'est aussi une porte ouverte, c'est-à-dire il se passe ça aujourd'hui en France, on va aller voir ce qui se fait ailleurs, et ça c'est assez intéressant. Parce que bon, les États-Unis n'est pas exempt de défauts vis-à-vis de ça, mais c'est vrai que l'industrie cinématographique commence. C'est vrai que c'est cynique que ce soit le cinéma américain qui représente ça, alors que le pays, c'est vrai que. Après, c'est une question politique toujours, qu'il y a toujours une fracture aussi entre l'industrie hollywoodienne et le reste du pays. Donc, non, mais je trouve ça intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour améliorer les choses, parce que bon, la France a un peu du mal des fois à aller regarder ce que fait chez les voisins, que ce soit en politique ou n'importe quoi, et ça serait pas mal des fois de se rendre compte que, bah oui, à côté ça avance et que c'est pas mal de voir ce qui marche. Il y a beaucoup d'humilité en plus dans ce discours d'aller voir ailleurs pour voir ce qui est mieux, ce qui est moins bien, enfin comment la culture est là-bas. Donc c'est vrai que c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un problème en France. Enfin, j'ai une scène qui me revient en tête là où il y a un producteur ou un directeur de casting qui part. J'ai l'impression qu'ils sont sans cesse en train de se tirer la balle dessus en disant c'est de ta faute. C'est jamais leur faute. Non, c'est pas de la mienne. Ah oui, c'est vrai, dans la boîte. Et du coup, ils sont sans arrêt en train de se dire que c'est jamais leur faute. Et finalement, du coup, on n'avance pas à cause de ça. Même si Jonathan a l'impression qu'on avance. Mais je sais pas, moi je sais. Moi je trouve que cette scène était vraiment révoltante, parce qu'ils sont face à elle et ils osent dire que c'est pas que eux, comme. Enfin, ils ont rien à y faire sont hyper mal à l'aise, par contre. Tu les vois ils sont tout petits dans leur canapé. Bah non, c'est pas de notre faute, c'est eux en fait. Et puis les autres qui sont là-haut, ils disent c'est la faute de personne et ça n'avance pas. Quand je veux dire, par exemple, ce qu'on avance, c'est que notamment au César cette année, les deux César du meilleur espoir, c'est Jean-Pascal Zadi et Fatia Youssouf, qui sont deux personnes noires. Non, mais c'était une blague. Non, mais je sais, mais je tenais quand même à préciser mon propos.
qui fait qu'en fait, voilà, si il y a de la reconnaissance de la part du métier, c'est déjà un premier pas. Et donc, du coup, qui dit reconnaissance dit visibilité, donc dit... Puis que des films comme ça existent, Regard Noir. Oui, bien sûr. Ça va aussi dans ce sens. Non, mais ça, en fait, ce qui est bien, c'est que ça alimente le débat, ça libère de la parole, et du coup, ça fait prendre, enfin, j'espère, du coup, que ça crée aussi une prise de conscience des soucis. Après, voilà, en France, on a un vrai problème avec le racisme et le fait de le reconnaître. On voit ce qui marche pas chez les autres, mais par contre, ce qui marche pas chez nous, on a du mal à le voir aussi. Donc voilà, il y a une vraie... ce qui est bien, c'est que ça pose un débat, donc ça créera forcément des conflits et des désaccords, mais au moins, ça a le mérite de donner des solutions et de dire que y a d'autres choses qui sont possibles et qui sont améliorables. Voilà. Et Simon, pour finir, t'en penses quoi, toi, de Regard Noir? Ah, Gaëlan, merde, c'est pas grave. Normalement, j'enlève les noms, mais... Non, c'est pas grave. Bah, Simon, tu peux dire rien, Simon. Non. Vas-y, hein. Deux choses. Tu vas pas finir, c'est tout. Tu disais, Jonathan, effectivement, sur les Césars, mais bon, il faut se rappeler quand même que l'année dernière, à Issa Maïga, son discours, comment les gens avaient réagi, c'était, voilà, limite, la pauvre, elle avait... c'était horrible. En fait, c'est toujours elle qui intervient. C'est la seule qu'ils ont, finalement. Et non, deuxième chose, j'ai l'impression que Canal+ et Vincent Bolloré, ils veulent se racheter un peu une street credibility parce qu'ils font un film sur le sexisme dans le sport, un film avec Aïssa Maïga pour mettre en avant les actrices noires. C'est comme s'ils se disaient il faut que je montre quand même que Canal+, à la base, c'est quelque chose de moins à droite que CNews, voilà. Et surtout, en plus, l'ironie, c'est que comme pour le foot, enfin le sport en général, le cinéma s'est produit en majeure partie en France par Canal, donc c'est vrai qu'ils sont aussi responsables, enfin ils produisent aussi des films qui font ça. Gaëlle, pour terminer, excuse-moi. Non mais t'inquiète, pas de problème. En vrai, il y a énormément de choses qui ont été dites, donc je suis entièrement d'accord avec tout ça. Et pareil, ça aurait été cool si on avait eu une personne qui était concernée aussi pour en parler, parce que pareil, je me sens pas hyper légitime de ça, mais par contre, j'ai beaucoup appris, et même quand on est dans un milieu où on s'intéresse justement à l'intersectionnalité, je trouve qu'on apprend quand même toujours, et c'est toujours intéressant. Et je me dis, si c'est le premier film qu'on voit, ou c'est la première, on va dire, le premier document qu'on a sur l'intersectionnalité, être une femme et être noire, je trouve que c'est hyper bien fait, hyper à la fois éducatif, mais pas dans le sens, on va dire, ça se voit que ça n'a pas été construit comme ça, mais que en fait c'est très fluide et que ça nous apprend plein de choses. Et je trouve que notamment la situation au Brésil, moi, ça m'a tout appris en fait, parce que j'y connaissais rien, et c'était tellement choquant de voir que ça pouvait être là-bas à ce point-là, intégrer le racisme. Et justement le sexisme et le racisme en même temps, et ouais, ça m'a fait penser au fait que justement on souligne, enfin l'intersectionnalité, on en parle quand même plus, mais quand même dans des microcosmes, on va dire, mais au fait que elles, c'est pas on va dire un point de pénalité parce qu'elles sont noires, un point de pénalité parce qu'elles sont femmes. J'ai l'impression que ça y a un coefficient aussi qui est rajouté à ça, et qui font que vraiment elles subissent des situations, mais par exemple, moi, je suis une femme, mais je suis blanche, mais alors jamais de la vie. Enfin, je suis même pas. Je suis très très loin de subir ce genre de situation. Donc, je me dis, c'est quand même fou que chacun fasse sa vie tranquille, et qu'en fait, à côté, il y a des choses comme ça qui se passent, notamment le truc justement qu'on a vu dans l'extrait sur le conservatoire, voilà, il a eu le 2e prix. Mais moi, jamais de la vie, je me serais dit ça. Enfin, j'étais naïve, quoi. Je pensais pas que ça allait aussi loin. En gros, pour moi, c'était que. Enfin, maintenant, de moins en moins, mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, c'était que des gros racistes ou des personnes gentilles, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est révoltant, quoi. Mais c'était hyper intéressant, et je trouve que notamment la lumière aussi des interviews avec les actrices françaises, c'était hyper beau. Elles étaient habillées en noir, avec une lumière que sur leur visage, même le maquillage. Alors, d'habitude, je remarque pas forcément le maquillage, mais là, je le trouvais particulièrement beau. Enfin, je trouve que c'était un très très beau film. Et pour finir, donc pour vous donner peut-être envie, du coup les guests, c'est Ryan Coogler et Ava DuVernay aux États-Unis notamment. D'ailleurs, incroyable. Chiwetel Ejiofor aussi. Ava DuVernay, elle est incroyable. C'est 20h06, donc sur Radio Campus Montpellier, c'est l'heure de ta chronique, Jonathan, avec une série
n'y a pas Samuel Le Bihan, rassure-moi. Non, il n'y a toujours pas Samuel Le Bihan. Il y a pas Bah, du coup, de quelle série tu veux nous parler? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait une petite pandémie en ce moment. Et du coup, je me suis dit, pour fuir ce climat un peu anxiogène, je me suis dit que j'allais, où on est un peu matraqué de mauvaises nouvelles en permanence, j'allais regarder une série sur le milieu médical. Quelle bonne idée. Et pourtant, je ne croyais pas si bien dire. Bon, vous vous en doutez, du coup, je vais vous parler de la série Hippocrate de Thomas Litti, série Canal+, qui a débuté en 2018 et qui a eu sa deuxième saison débarquer au début du mois d'avril sur la chaîne cryptée. Alors Thomas Litti, c'est un ancien médecin reconverti scénariste et réalisateur. C'est aussi le papa du très bon Hippocrate, premier film français qu'il avait fait. Je sais pas, non, c'était pas son premier d'ailleurs, c'était son deuxième. Avec Vincent Lacoste et Reda Kateb. C'est aussi le papa de Première Année, avec, sur des étudiants en médecine, avec William Legbill et Vincent Lacoste toujours. Et voilà, donc pour ceux qui seraient passés à côté de cette série, je vous fais un petit récap. C'est ensuite 3 internes inexpérimentés et un médecin légiste qui sont plongés dans un hôpital public de la banlieue parisienne. Et suite à des mesures sanitaires, tous les médecins titulaires du service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux. Et ces 4 personnages vont devoir apprendre à faire bloc et à gérer le service et les malades. Donc voilà, ce qui est assez amusant d'ailleurs quand on le regarde après la pandémie, c'est que le fait que les médecins soient confinés, ça nous renvoie vraiment à une situation très très actuelle. Mais après, je vous en dis pas plus sur les tenants et les aboutissants du scénario afin de préserver votre plaisir de la découverte et le mystère. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un véritable bijou de la fiction française. J'ai été très surpris par la qualité, à la fois d'écriture, d'interprétation et même de mise en scène. C'est une radiographie de l'état catastrophique dans lequel se trouve l'hôpital public aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la fiction transcende toujours en fait la réalité. Elle nous raconte un monde opaque et un peu invisible pour nous tous qu'on connaît, toujours un peu. J'espère pour vous qui êtes en bonne santé. Un peu de loin, mais du coup voilà, c'est une fenêtre ouverte dans ce monde qu'on ne connaît pas, et ça raconte en fait toute la société aujourd'hui, et son impact émotionnel aussi, social et politique, ça en fait une œuvre pertinente, une œuvre percutante et une œuvre importante aujourd'hui. Je pense qu'elle aussi peut ouvrir le débat sur le financement notamment de l'hôpital public et de la situation catastrophique dans laquelle on est. Voilà, et côté référence d'ailleurs, le réalisateur et scénariste Thomas Litti dit s'être notamment inspiré de la série The Wire de David Simon, que je vous conseille, et en plus du coup d'être un homme de goût, on y retrouve vraiment toute l'acuité scénaristique de David Simon, même si ça parle pas du milieu médical, parce qu'Hippocrate en fait réussit sur les mêmes tableaux, c'est-à-dire à la fois retranscrire un monde, donc l'hôpital public, ses enjeux, ses problèmes, ses solutions, son jargon, toutes ces choses-là en fait pour vraiment saisir le monde dans lequel évoluent les personnages. Et justement, c'est une grande série dramatique qui ne s'empêche pas aussi de faire du romanesque qu'elle déploie à plusieurs reprises dans la série, mais toujours avec un vrai terreau documentaire réaliste où c'est très détaillé, très documenté. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui cohabitent très très bien ensemble, et c'est surtout suivi par des personnages très très forts qui sont dépeints vraiment avec énormément de finesse. C'est très bien écrit, très bien caractérisé, et le fait de caractériser aussi bien ces personnages, ça fait que chaque problème structurel qu'ils vivent devient un enjeu aussi émotionnel pour le spectateur. Donc c'est ce qui permet, et à mon sens c'est ce qui fait la qualité du cinéma et de la série, c'est que une fois que... Alors attendez, je me suis un peu perdu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est d'être capable de développer une empathie si forte qu'elle devient un enjeu de société, une prise de conscience d'une réalité. Parce que la série en fait est traversée de plein d'idées brillantes et marquantes par un dosage très fin de la gestion des émotions, des temps forts et des temps faibles. Et voilà, c'est ce qui fait que cette série est un choc, notamment sa saison 2 qui est sortie du coup au début du mois d'avril. C'est peut-être la plus belle réussite de ce réalisateur aussi à ce jour, et voilà, je vous conseille vraiment cette série, sachant que voilà, je voulais aussi revenir sur les interprétations qui sont quand même assez fascinantes. Je pense à Karim Leclou, je pense à Alice Belaïdi, à Zachary Chasserio et à Louise Bourgoin, qui sont vraiment tous très bons. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça joue ça joue juste, sans rentrer vraiment dans des performances extravagantes, et ce qui fait qu'on est plongé vraiment complètement dans cet univers, et voilà, donc si vous avez beaucoup d'heures à perdre, je vous conseille les 2 saisons d'Hippocrate, sachant que voilà, il y a une petite fenêtre ouverte, sans trop spoiler, sur le Covid-19 et la situation des hôpitaux qui est voilà, catastrophique, et cette série ça semble logique, ouais, effectivement, permet d'ouvrir le débat et d'ouvrir cette fenêtre
à ce sujet. Voilà. Les gens vont croire qu'on a un partenariat avec Canal+, Canal+. exactement, on attend. C'est vrai, en plus j'y ai pensé. On l'a critiqué aussi, donc. J'y ai pensé. Si vous avez manqué le début de l'émission, aucun problème, on vous dit tout ce qu'on conseille cette semaine dans nos tops. Petit tour de table des tops, Gaëlle. Sacrée sorcière. Non, c'est pas vrai. Tu sais qu'en plus j'allais enchaîner, je me suis dit... J'allais faire la même blague. Ah, ben voilà, je l'ai expliqué. Regard noir. Marie. Regard noir. Antoine. Ah purée, j'hésite. Allez, regard noir. Et Jonathan. Moi, du coup, je t'ai pas envoyé de top. Oui, non, mais évidemment, bon, du coup, je me suis dit. Bah, je vais dire Hippocrate, alors, du coup. Naturellement, moi, ce serait Regard Noir et c'est le film qu'on conseille le plus donc dans TCS cette semaine. Est-ce que ce serait pas l'heure 20h12 du quiz finalement? Mais c'est tout à fait l'heure du quiz. Attends, c'est un peu en avance, non? Tu veux qu'on attende un peu? C'est un peu en avance. C'est 20h12. Alors, on lance le générique. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Ce soir, au programme, 2 équipes. D'un côté, l'équipe de Raphaël, qui est composée de Raphaël, Gaël et Jonathan. De l'autre, non, Antoine n'est pas tout seul. Antoine est chef d'équipe, mais Antoine est avec Simon, puisque Simon va participer de là où il est. C'est-à-dire il a Internet sur son portable. Il est mort quand tu parles. Mais Simon ne va pas tricher. Bien sûr. Non, et puis il va surtout faire tous les points. Simon n'a pas d'image pour le quiz. Simon, normalement, je ne triche pas. Tout va bien. Après, n'oublions pas, c'est l'anniversaire de Raphaël, donc bon, normalement, t'es censé laisser gagner. Voilà. J'espère. Donc, Raphaël contre Antoine en chef d'équipe. Et la première question, vous la connaissez, évidemment, il va falloir me donner le titre du quiz. Alors, j'y réponds pas parce que j'ai vu de loin le film qui était... ok. Moi, je dirais... Sacré quizière, peut-être, Antoine. Je sais pas. Je ne suis pas une salope, je suis un quiz. Ah, ça, c'est pas mal, c'est vrai. Ouais, voilà, ça. Antoine, mais moi, je tu pensais sens plutôt quoi à je ne suis pas un quiz, je suis journaliste. Tu vois Mais ça se ressemble. Tu peux, hein, c'est l'inverse, ça marche aussi. Enfin, ça peut Vas-y, être fais ça, Antoine, fais Allez, ça. on va tenter celui-là. D'accord, et chez vous, c'est l'inverse, c'est ça? Oui, c'est je ne suis pas une salope, je suis un quiz? Oui. Eh bien, le premier point va à l'équipe d'Antoine, puisqu'effectivement, c'était je ne suis pas un quiz, je suis journaliste. Allez, je m'arrête de jouer maintenant, c'est bon. Mais tu sais, c'est rare que cette question rapporte un point, donc vraiment, sois fier. Hein. Surtout pour un titre long. Première question, sous vos casques, dans quel film peut-on entendre cette musique? Joyeux anniversaire. Dans Raphaël Movie. Voilà, le prank. Voilà, j'ai pas rappelé. Est-ce anniversaire? Ah non, c'était juste gratuit par contre. C'était gratuit. Ah, non, je suis sûr que c'est dans un film, hein. Moi je cherche encore. Ça s'appelle Raphaël Movie, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait un point pour nous. Non plus, toujours pas. Non, c'est moi qui décide. Et on va passer à la vraie musique. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Gladiator? Non. Ah non, attends. La chute du faucon noir? Ah. Non. Je crois l'avoir. Très bien, bah dis-la. Selma. Non. Là, vous n'êtes pas dans mon pays. On s'est fait complètement avoir par ouais, le début. C'est un film de Robert Zemeckis, j'imagine, non? Non. Ah. C'est un film que certains d'entre vous a vu, c'est sûr, et un film que certains d'entre vous n'ont vraiment pas aimé. Détroit. Non. Non, pas Détroit, je voulais dire... C'est français. Hein. Le truc français, c'est moi je voulais dire. Mais pourquoi je l'ai appelé Détroit, le truc Ah, la bienvenue nul? à Marie Gaumont? Non. Détroit, de quoi? Non, le truc nul. T'as pécho? Je pense que Gaël, La nuit américaine. La nuit américaine? Bronx, pardon. Non. Oh, pas mal. Les chatouilles? Non. L'autre, alors, pas Bronx, c'est un film avec Aïssa Maïga. C'est un film Cornish Kennedy. Cornish Kennedy, j'ai effectivement, failli de Dominique Je l'ai pas vu, Cabrera, malheureusement. dont nous avons parlé la semaine dernière. Ce qui fait un point pour l'équipe. Il y avait de la musique là-dedans. Eh oui, tu t'en souviens pas, Simon? C'est marrant ça. Mais en plus, j'ai failli le dire, je me suis dit, ça peut pas être ça du tout. Ah, ben il faut se faire confiance. Est-ce que je peux avoir 0,75? Non. Non. On passe à En or ou en bois. Première info. Roald Dahl a été adapté 12 fois au cinéma. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je l'ai vu sur plus 12 fois. Je sais plus. Au cinéma, ouais, téléfilm. Très dans les faits, je sais pas. Ouais, téléfilm compris ou... Je pense. Au cinéma. Des films. Au cinéma. Il y a 2 fois Sacrée Sorcière.
Ah, moi ça me paraît. Mais je pense que plus. Moi je pense que c'est plus ça le piège. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Après, je sais que Sacré Sorcière. Et Mathilda. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Non, mais en plus j'ai vu tous les titres, mais je saurais pas se dire si c'est 11 ou 12. On dirait plus. Ouais, du coup, dis en bois. En bois. Moi je veux dire en or. Quoi? C'est lui le capitaine, c'est lui qui décide. Très bien. Eh bien, c'est en or. Non. Oh là là. On compte notamment Charlie à chocolaterie, Fantastic Mr. Fox, le bon gros. Mais j'ai vu la liste en fait tout à l'heure. Le BGG Bon Gros Géant. Le bon gros géant. c'est des gros films en plus. Je pense que c'est James à la pêche géante aussi. C'est ça le défaut, c'est que Les comme c'est des Sacrés gros Sorcières films. deux fois, Mathilda, en tout il y en a 12, oui, effectivement. Bravo Antoine. Merci. Tu passes à En deux. vrai, j'ai vu la liste tout à l'heure, juste avant l'émission. J'ai pas compté. J'ai Mais t'as peur bien que tu me fasses un vieux prank, genre il y en a 13 au lieu de 12. Mais non. Deuxième info, un film animé sur Anastasie et Javotte, les méchantes sœurs de Cendrillon, est en préparation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voilà, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça passer non plus. Mais... Jonathan du nom de la tête. Je dirais. J'ai pas vu ça passer en fait. J'ai pas vu non plus, donc. Faux. Ok. Dis en bois. En bois alors. Aussi. Même si bon. Effectivement, c'est faux, puisqu'en fait, ça va être un film en live action. Voilà, tu vois, je disais bon. C'est Kristen Wiig et Annie Mumolo, qui font partie de mes meilleures amies, notamment, qui seront chargées d'écrire le scénario. Ah non, je voulais que ce soit elle, moi qui joue, je me disais, elles sont un peu vieilles, peut-être que ce sera elle qui joueront aussi. Je te remarque, Antoine, je pose ton stylo plume parce que je n'arrive pas à écrire avec. Ouais, mais je désolée. sentais que ça allait être compliqué. Vous passez à 2 l'équipe de Raph, à 3 l'équipe d'Antoine. Troisième info, Justin Timberlake va faire une apparition dans l'épisode spécial de Friends. Alors là, et pourtant... Je pense que c'est quelqu'un. Je sais pas, mais. Bois alors. Ouais, je dirais ça. Plus de bois. Simon, t'as vu ça ou pas? J'ai pas vu ça, quel est le lien peut-être en bois aussi. Hein. Tout le monde dit en bois? Ouais, allez, en bois. Et bien effectivement, c'est en bois puisque c'est en réalité Justin Bieber qui va faire son apparition. Wow. Ça, par contre, Il a fait un caméo dans lequel il portait un costume spécial, celui de Spoutnik, que portait Ross dans la saison 8 lors de la fête d'Halloween de Monica. Très bon épisode. C'est précis. Hein. Précisons-le. 3-4 pour l'équipe d'Antoine. Dernière info, Michael Keaton va reprendre le rôle de Batman dans le prochain film de Flash, aux côtés de Ben Affleck et Ezra Miller. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est or. En or. Mais non. Le truc, c'est qu'on l'a dit avec tellement d'amour. Moi, ça, Ouais, il me le savait. moi j'ai fait en or. Je n'ose y croire. Eh bien, effectivement, c'est vrai. Il l'avait déjà interprété dans les 2 premiers Batman de Tim Burton dans les années 90. Cela confirme les rumeurs du multiverse dans l'univers d'ici, puisque 2 Batman seront présents dans le film d'Andy Muschietti. Incroyable. 4-5 pour l'équipe d'Antoine. On arrive au qui a dit, je commence. C'était merveilleux et très intéressant de revenir 17 ans après pour rejouer le même rôle, étant donné que dans l'intervalle, j'ai chopé un double menton et des pas de doigts avec un bas du dos de plus en plus douteux. Ils ont rajeuni le visage de Robert De Niro, mais quand il se battait, il avait l'air d'un type plus Al âgé. Pacino, Non, il avait l'air d'un vieux monsieur. Stallone. C'est ce qui m'a inquiété à l'idée de le refaire, mais ce sont les mais ce sont les tentacules qui font tout le travail. Ce sont eux qui s'occupent de tuer, casser et briser. Bill Nighy. Non. Mais qu'est-ce que c'est ça Tentacule 17 ans après. Robert De Niro avec des C'est un tentacules. acteur qui revient dans un rôle 17 ans après la première fois qu'il l'a joué. Qu'en 2013. Avec Robert De Niro. Un acteur qui... Non, pas avec Robert De Samuel Niro. Jackson. Robert De Niro, c'était juste un exemple pour dire de rajeunissement de personne. Oui, comme dans The Irishman. Ah oui, pardon. Samuel L. Jackson. Ah non. C'est. Ah merde, ça m'énerve parce que j'ai son rôle. Ouais, je sais. Tout à son rôle. Ah là là. Fais-moi le comprendre avec tes yeux. Non, mais quand tu dis ça, je sais qu'il l'a, c'est sûr. Vas-y, dis-moi le rôle. C'est un nom mexicain. Pas forcément mexicain, mais en tout cas. Gabriel Peña. Non. Moi, ça va pas. Danny Trejo. Il a un nom. Non, il a un nom hispanique, oui, je pense. Pas le prénom. Je vais dire le film parce que. Andy Garcia. Non. Spider-Man 2. Oui. Ah, Alfred Molina. Alfred Je Molina, n'avais pas son nom, ça absolument. Mais je ne sais pas. Qui joue du coup le docteur Octopus. Ah bah oui, tentacule. Et qui revient dans le prochain Spider-Man No Way Oh, Home. le vicieux Simon, il a attendu vraiment quand il donne toutes les infos. Ça fait 6 pour l'équipe d'Antoine. Mais moi j'aurais jamais eu son nom par contre, je vous le dis. J'aurais dit Docteur Octopus. T'as vu, mais pareil. Ouais, bah. On arrive à la Sherlock Holmes qui est pour aujourd'hui une vraie Sherlock Holmes. Celui qui remporte la question remporte 3 points. Si je vous dis, je pense en toute humilité être le meilleur méchant de la saga dans lequel j'apparais. Pourtant, je ne vais apparaître que dans le dernier film. Non. Non, je l'ai vu. Redis. Je pense en toute humilité être le meilleur méchant de la saga dans laquelle j'apparais. John Cena. Oui, absolument, John Cena, qui a déclaré qu'il sera le meilleur adversaire de tous les temps pour Dom, a.k.a. Vin Diesel. Wow. C'est aussi celui qui a surtout les plus grosses chevilles et qui rapporte 3 points à l'équipe d'Antoine. Vous passez à 9. Je pense que c'est vrai, dans la vraie vie, il a des très très grosses chevilles. Déjà, oui, mais là, ça a fait augmenter son taux, tu vois. Mais ça vient de ça, en fait. Hein. Les gens, ils ont vraiment des grosses chevilles à chaque fois. D'accord. La saga, c'est Fast and Furious.
Absolument. Ok. Ah ouais, genre tu le connais pas. pour ça, mais ça, je n'ai jamais vu Vin Diesel, Tom, Vin Diesel. Oui, mais j'avais vu Vin Diesel. Non mais le film n'est pas encore sorti dans lequel John Cena apparaît. C'est ça la fin. Pourtant, je ne vais apparaître que dans le dernier film. C'est ça la fin de la phrase. On arrive au quiz spécial. Je vous le donne en 1000. Sorcière, je dirais. Absolument, sorcière aussi, parce qu'on l'avait jamais fait en fait. Donc c'était l'occasion. Alors que c'est amusant quand même. Alors que c'est très amusant. Et on commence par qui c'est celle-là, si je vous dis Katrina Van Tassel. Ah, putain. Van Tassel. On peut pas dire le film, hein. Si, c'est le film qu'il faut dire. Dark Shadows. Non. Katrina Van Tassel. Katrina Van Tassel. Ça doit être un truc. Miss Peregrine. Non. Disney. On cherche une sorcière, du coup, je vous le dis. Katrina. Blanche-Neige et les sept nains. Non. Un truc La mort vous va si bien. On l'appelle plus Kat. C'est possible. Je ne me rappelle plus, je t'avoue. Katarina. La famille Adams. Je ne sais pas. Non. C'est pas des moments de sorcière, mais. C'est un indice. Quand t'as dit Dark Shadows, c'était sur le bon réel. Ah, mais je sais pas pourquoi ça m'a dit un truc de. Sweeney Todd. Comment Sweeney Todd. Non. Non, Big Fish. Non, t'as dit quoi, Simon Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, Ça, oui. j'allais le. C'est moi qui t'ai donné le truc. C'est le personnage de Christina Ricci, tout simplement, qui du coup a des pouvoirs. Mais oui, Voilà, il a j'ai fait bien. bien. Voilà. Une réplique, un film, tout ça au casque. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Non. Ah, moi je brûle. Jeanne d'Arc, de Luc Besson. C'est vrai que j'aurais pu le mettre finalement, mais non. Donne-lui 5 points tout de suite là, c'était bon ça. Je vais fondre. Comment as-tu découvert? Ah, le magicien d'Oz. Les yeux sans visage. C'est une méchante sorcière, ouais. Le magicien d'Oz. Oui. Oh non, mais il est fort. Le magicien d'Oz, la version de Victor Fleming, c'est la verte, absolument la méchante sorcière de l'eau. Je commence à croire vraiment qu'il a internet, Simon, derrière le. Non. Je le surveille, je vous assure. Il y a 2 témoins autour de moi, il n'y a pas d'internet, on est d'accord. Même pour un signe qu'il y a internet alors. Bon, c'est des complices, hein. Bon voilà. On passe au résumé raté. Si je vous dis, le camping, c'est pas fait pour tout le monde. Et nos 3 protagonistes vont vite s'en rendre compte. Quand on plante sa tente dans une forêt hantée afin de réaliser un docu sur une légende locale, il faut s'attendre à ce que ça les... Blair Witch. Oui, Ouais, c'est absolument Blair Witch, le projet J'ai eu peur là. Blair Witch, tout à fait. Bon, Antoine, tu t'y connais en cinéma On ou passe quoi à ça, là? Réponds. dans Non, l'équipe je de ne rap. connais pas. Je te rappelle que moi je suis journaliste sportif. Et nouveauté dans le quiz, grâce yes. à Gaël qui nous a yes. soufflé l'idée, nous avons Oh intégré non. le jeu des synonymes. Donc le principe est simple, nous remplaçons tous les mots d'un titre de film par des synonymes et on doit retrouver le titre original. Ouh là là. Gaël, tu avais un exemple la dernière fois, il me semblait. Oh non, attends, c'est. Ah oui, Au secours, au secours esprit. Ouais. SOS Fantôme. SOS Fantôme, voilà. Mhm. Voilà. J'espère Donc, que je serais bien parce que si je donnais l'idée que je suis nulle. si je vous dis, au carrefour des univers, l'instrument de À la navigation... croisée des mondes, la boussole d'or. Putain, ou... Ça me saoule. Oh là là. J'étais tellement fière de mon titre, Simon. Bon, je l'ai dans l'entier. Au carrefour des univers, l'instrument de navigation de métal jaune brillant. Voilà. Ah, pas mal. mais À la croisée des mondes, la boussole d'or, effectivement, dans lequel il y a des sorcières. Ouais. Voilà. Il est très fort ce soir. Très Sa tête bon. juste En pour tout cas, faire des Marie. gestes. Et là, c'est pas internet, hein. C'est pas internet, ça c'est sûr. On arrive à Merci Québec, si je vous dis abracadabra. Ah. Tout simplement. Attends. Shazam. Non. Beaucoup de Ah. choses, j'imagine. Ah là, Non. Ah, attends. Scooby-Doo. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. C'est. Donne-le-moi après alors. Vas-y. Oui. Les Hocus Pocus. Voilà, exactement ce que j'allais dire en plus. T'as Ça dit vraiment ça, m'énerve. voilà, J'allais dire les c'était 3 Hocus sœurs là. Je me souviens, Ah, c'était ça un autre m'énerve. sort, je sais même pas si c'est un film. Le Kenny Ortega, Je sais pas ce tout que à c'est. fait. Yes, ça m'énerve. Passé à 13. Les 3 sorcières. Les 3 film des années sorcières. Voilà, 90. Simon, On j'ai se servi fait à quelque latter. chose. Ça m'énerve. Et si je vous dis J'apprécie. Ombre et ténèbres. Dark Shadows. Oui. Oh putain. Dark Shadows, Yes. tout à Oui, c'était fait. plus chaud, les Eh, Ah, films. je suis désolé, ce soir on C'est est. mon Non, anniversaire mais ou pas là attends. Simon, t'aurais dû être dans mon équipe. On arrive au film qui baise ensemble. Je commence mon petit pitch. Notre héros n'est pas grand et pourtant les sorcières, il n'en a pas peur. En même temps, il faut dire qu'il est assez avancé pour son âge, il marche dès sa naissance, pour pas sauver le monde à même pas 10 ans. Pour l'aider, une autre sorcière, gentille, elle... Harry Potter, l'école des sorciers. Alors, Simon, c'est le jeu que tu n'arrives jamais à comprendre Oui, pourquoi, ouais. parce que Ah c'est oui, des faut films que tu qui baisent mélanges. Ah non, ensemble. mais c'est vrai. Faut que tu les mélanges. Et il n'y a pas d'Harry Potter dans le lot. Voilà. Attendez, je fais le score en même temps, c'est pour ça. Pour l'aider, une autre sorcière, gentille, elle, va lui prêter main forte. Ce n'est qu'une apprentie, mais déjà bien puissante. Et en plus, elle a un chat noir qui parle. Que demander de mieux? Ok, attends, j'ai les deux, mais. J'en ai aucun des deux. Ouais, maintenant. Aucun des deux. Harry Potter et Mais y Sabrina, a pas l'école des Harry sorciers. Potter. Non. Il y a Sabri- Harry Potter. Sabrina Ah non, ça m'énerve. Sabri la mouche. Non. Sabrina Mouchi. J'arrive pas à lier. Parce que je pense que je sais pas le titre entier du Ah, premier. là. c'est pour ça, je pense que c'est pour ça. Oh ouais. non, c'est quoi le titre? Attends, je demande à Raph. C'est, Harry Potter Non, toi, tu et sais. Sabrina l'apprentie sorcière. Mais il y a pas Ah, Harry Mais, Potter. mais c'est pas un titre Harry Potter. Mais laissez-le avec Harry Potter. J'ai internet, j'ai internet. Mais il y a Sabrina, on est Ah d'accord. oui, oui, je vais. Sabrina l'apprentie sorcière, ça c'est le titre là.
Sabrina. Sabrina l'apprentie sorcière malgré elle. L'apprenti. C'est quoi le deuxième film? Je l'ai pas. Mais je pense qu'on peut le dire parce que. Oui, non, c'est mais vrai. discrètement, Discrètement. Mais dites-moi, moi non, je peux. on passe l'info doucement. Tu connais le titre en entier? Oui. vite. Sabrina et les bêtes sauvages. Non. Sabrina les bêtes du sud sauvage. Non. Sabrina l'apprentie bête. Non, ça c'est tu parles du second toi. Je sens qu'il y a confusion. Attends, Sabrina l'apprentie sorcière, on est sûr? On est bon. Bah du coup, l'apprenti sorcier. C'est bon. Sabrina l'apprend. Je pense que vous n'avez pas le deuxième. Kirikou et Si t'as le deuxième. Sabrina et Kirikou la sorcière. Sabrina et Kirikou l'apprenti sorcière. Sabrina l'apprenti et là ça m'angoisse là, je vous le dis. Sabrina l'apprenti et la sorcière. Sabrina et Kirikou et l'apprenti et la sorcière magique et la sorcière magique. Non. Quoi? Kirikou et Sabrina l'apprentie sorcière. Oui. Oh putain. Ok. Oh purée, c'est ça. C'est pas si dur. Si tu l'avais c'est pas, Kirikou et la sorcière et Sabrina l'apprentie sorcière. Donc Kirikou et Sabrina l'apprentie sorcière, absolument. Vous avez 6 l'équipe de rap. Ça méritait tellement plus de points à ce stade, mais bon. Vous l'aurez donné parce que moi j'avais pas du tout les titres. J'aurais eu honte d'avoir un point là-dessus. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas Harry Potter? Il y a pas Harry Potter. C'est Kirikou le. Mais par contre Simon, Il y a Sabri la mouchie par contre. On passe au pas tourné. Et là, on passe au pas tourné. Quelle sorcière n'apparaît pas dans les films Harry Potter? Oh, j'adore. Mopsy Flibbert, Angelina Johnson, Katy Bell, Septima Vector ou Nymphadora Tonks. Laquelle n'apparaît pas dans les films? Tu veux dire, en gros, elles sont dans les livres, c'est ça? Exactement. Vas-y, redis s'il te plaît. Mopsy Flibbert, Angelina Johnson, Katy Bell, Septima Vector et Nymphadora Tonks. Il y en a deux, moi. Je dirais l'avant-dernière. Qui n'apparaît pas dans les films. Entre elle et la première. Moi, je dis Antoine, on dit la première. Ouais, voilà, dis la première. Redis-moi la quatrième, l'avant-dernière juste. Septima Vector. Ça me dit rien. Mais si. Et la première, ça te dit un truc? Mopsy Flibbert. Ouais, ça me parle. Je sais pas pourquoi ça me parle. Bon, ben l'avant-dernière, moi j'étais entre les deux. Je sais pas pourquoi, mais. Alors, Nymphadora Tonks, tout le monde la connaît, je vais vous en la présenter. Katy Bell, c'est une étudiante aussi qui est dans les films. Angelina Johnson, pareil. Et Septima Vector, c'est la professeure d'Harry Mancy dans Harry Potter 1, qui apparaît dans le film du coup. Par contre, Mopsy Flibbert n'apparaît pas du tout dans les films, pas du tout. Seulement dans les livres. Je pensais que t'étais la pro des Harry Potter. C'est une sorcière amoureuse des chiens. Oh, il a dit c'était Moxie. En fait, elle, dans les livres, elle héberge Pat Moll. Voilà. D'accord. On passe à 15. Casting 5 étoiles. Si je vous dis Sylvie Testude, Renée Soutenjik, Malgosia Bella, Jessica Harper, Chloé Grace Moretz, Angelina Winkler, Mia Goth, Tilda Swinton, Dakota Johnson. Si. C'est quoi? Non, et toi si. Non, mais je sais. La sorcière, je peux juste vous dire à la fin. Tilda Swinton et Dakota Johnson, normalement, ça devrait vous oui, déjà. non, mais. C'est un remake, là. Luca Guadagnino, là. Suspiria. Suspiria, c'est vrai, j'avais Suspiria, absolument. Il y avait Sylvie Testude dedans. 7 pour l'équipe de rap. Ouais. C'est ça qui est perturbant. Ouais. Et on passe à la dernière musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Jeanne d'Arc. Non. Encore. Zombielenium. Oui, absolument. Ah mais oui, Zombielenium. C'est Mad Bastard. Stand as One, le film d'Arthur Depin et Alexis Ducor. On arrive au duel time. Antoine, tu es en tête avec tes 16 points. Ah oui. Tu as le choix entre adapté ou dernière dans les thèmes. Adapté, on va dire. Je me rappelle plus c'est quelle question. C'est la première, absolument. Parmi ces films, des pères et fils Miyazaki, qui mettent en scène une sorcière du coup, lequel n'est pas adapté d'un livre écrit par une femme. Aya et la sorcière, Le château ambulant, Le voyage de Shiro ou Kiki la petite sorcière. T'as les images derrière toi si tu veux. Lequel n'est pas adapté d'un livre écrit par une femme. Est-ce qu'on peut voir les écrivaines à côté des... Non, j'ai fait exprès de prendre des images sans aucun nom, à part Aya, parce que sinon, voilà. Oh là là, mais je sais pas. Je sais pas, mais donne vite. Je l'ai redit, Aya et la sorcière, Le château ambulant, Le voyage de Shiro ou Kiki et la petite sorcière. Je fais confiance à Raph, le troisième. Oh putain, merde, j'aurais jamais dit. Le voyage de Shiro. Ouais. Très bien, je note. Non, le deuxième. Donc, du coup, Raph, tu as la question dernière. Laquelle de ces sorcières est apparue la plus récemment au cinéma? La méchante sorcière de l'Ouest du Pays d'Oz, la méchante reine de Blanche-Neige, la sorcière à la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel ou les 3 sorcières de la tragédie Macbeth. J'ai mis des images de Once Upon a Time parce que je me suis fait plaisir, je vous avoue. J'adore. Once Upon a Time, plein de sorcières dedans, incroyable cette série. Il y avait de charme aussi. Et en plus, il y avait de charme aussi, oui, tout à fait, j'ai pas pu le citer. Et la méchante sorcière d'Hansel et Gretel dans Once Upon a Time, elle joue dans Buffy contre les vampires, il y a aussi des sorcières. Je dirais celle de Hansel et Gretel.
qui est paru pour la dernière fois. Ok, très bien. Oui, je note. Je n'ai aucune idée là pour le coup. Ok, très bien. Donc Raph, ouais. La dernière apparition de la méchante sorcière d'Oz, c'était Tom et Jerry Retour à Oz en 2016. Ouais. La méchante reine de Blanche-Neige, elle a apparu pour la dernière fois. J'ai pas compris la question, ok, vas-y. Elle a apparu pour la dernière fois dans Blanche comme neige en 2019, d'Anne Fontaine. Les trois sorcières de la tragédie Macbeth, elles sont apparues en 2015 pour la dernière fois dans le film Macbeth. Et la méchante sorcière de la maison en pain d'épices, elle a apparu pour la dernière fois en 2021 dans Hansel et Gretel, agent secret qui est sur Netflix depuis le 25 mars. Il a avoué de ne pas avoir compris la question. Trop bien. Ouais. Donc vous passez à 12 points. Sauf que il gagne. Bah non. Antoine, Aya et la sorcière, c'est adapté de Herwig and the Witch de Diana Wynne-Jones. Ouais, ça, le château ambulant, c'est aussi adapté de Diana Wynne-Jones, mais c'est le château de Hurle, le livre. D'accord. Et Kiki la petite sorcière, c'est adapté d'Eiko Kadono, Kiki la petite sorcière, tout simplement. Par contre, Voyage de Chihiro, c'est pas adapté d'un livre écrit par une femme, donc tu avais raison. Et vous gagnez 5 points en plus, vous passez à 21 points. En le disant au hasard, je me suis dit, au final, merde, c'était ça. Ce sont des scores en miroir 12-21. Bravo à toi, Antoine, qui gagne ce quiz haut la main. Non, mais en vrai, en plus, je te jure, en le disant, je me suis dit putain, c'est vrai. En fait, il y en avait deux, je pensais, mais bon. Ah, moi, j'avais aucune idée. Si l'émission vous a plu, on est un peu en retard, carrément en retard, même. Suivez-nous sur la page Facebook de The Cinema Show. Il y a toujours donc le pronostic à faire donc sur les Oscars. La page Instagram menée de main de maître donc par Simon, évidemment. On est tous les mercredis à 19h sur Radio Campus Montpellier, naturellement en podcast sur toutes les belles plateformes, les grandes plateformes en tout cas. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs du soir. Merci à Simon et Arnaud pour la réalisation. La semaine prochaine, on parle donc des Oscars 2021, de Shadow in the Cloud de Rizan Liang, de Judas and the Black Messiah de Shaka King. On se quitte en musique avec le dernier single de Peter Von Powell qui s'appelle Behind the Hates Ball. À la semaine prochaine. Work stage, engine arm ascent.